Bonjour à tous. Merci d'être là. Bonjour. Si quelqu'un peut mettre un petit message dans le chat pour être sûr que vous nous entendez bien, pour qu'on puisse démarrer. Un petit oui dans le chat pour savoir si vous nous entendez bien. Un petit OK, un petit pouce, comme on veut. Ok, cool. Merci Patrick. OK. Bonjour à tous. Alors très très rapidement, la plupart me connaissent déjà, mais moi c'est Tiffany, je suis la responsable marketing de Cherrypick. Cherrypick, on est une plateforme qui met en relation les freelances de la tech et de la transformation digitale avec les entreprises. Donc notre but c'est de vous trouver des missions qui vous plaisent, mais c'est aussi d'animer toute la communauté et de vous apporter des conseils pour votre vie d'indépendant et pour vos métiers. Et c'est pour ça que j'ai invité aujourd'hui Joël et qu'on va aborder pas mal de questions, de problématiques que vous rencontrez en tant que freelance et entrepreneur. Donc, je vais laisser Joël se présenter et partager tout ce qu'il a à vous partager. Et vous pouvez déjà répondre dans donc, les sondages à des petites questions rapides, mais pour voir un peu dans quel contexte vous vous situez, comment vous vous sentez. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat pendant tout le long. Voilà. Joël, je te laisse te présenter. OK, merci Tiffany pour toutes ces informations. Donc, je me présente. Moi, c'est Joël Guéguin. J'ai 26 ans. Et voilà, très succinctement, je vais vous donner des informations un petit peu plus sur ma personnalité, mes principes, mes valeurs, ce que j'aime dans la vie et voilà, ce que j'apprécie beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, c'est le thème principal, hein, entrepreneur, freelance, indépendant, au-delà de la persévérance et du regard des autres. Voilà. Donc, de formation ingénieur en informatique. Ça m'a pris très très tôt quand même. Donc, juste après la fin de mes études au lycée. Et j'ai adoré évidemment tout ce qui est dans le secteur de l'IT, mais au-delà, tout ce qui était technique et fonctionnel. Donc, le fait d'avoir eu pas mal d'expérience de ce côté-là. Il y a 2 ans, j'ai commencé vraiment à être formateur et ça m'a donné aussi l'occasion par la suite d'animer des conférences, principalement que sur le côté IT. Voilà, je varie sur tous les plaisirs par rapport à ça. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et, euh, et puis voilà, donc est-ce qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet ou est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter, Tiffany? Non, vas-y, hein, tu peux démarrer. Ok, c'est parti. Donc, actuellement, j'ai donc plusieurs activités qui sont principalement en tant que consultant freelance informatique, notamment sur la R&D et sur l'innovation. Actuellement aussi, je suis ingénieur d'affaires pour le réseau Axis. Donc ça, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, hop, je mets ça sur le chat pour éventuellement, s'il y a besoin de contact. Car c'est un réseau en fait qui permet d'aider des freelances qui sont justement en recherche de nouvelles opportunités, que ce soit dans le secteur de l'IT, dans le management ou dans le consulting. Donc c'est quand même très vaste, même si là en ce moment on est vraiment plus sur la partie IT. Et je suis donc aussi associé de la marque haut de gamme Victoria Galicia. Donc, ça fait de la maroquinerie, bijouterie et tout ce qui est vêtements. Donc, Victoria étant ma sœur, donc c'est son entreprise. Je suis fondateur, CEO et CTO de l'entreprise Web24, qui a un condensé des activités de développement informatique et en même temps d'une agence de communication. Donc, hop, pareil. Je vous mets les informations pour avoir plus d'informations là-dessus et le mail. Surtout pas hésiter à me contacter s'il y a besoin par rapport à ça. Et prochainement, je serai plus avec un cofondateur. On est en train de voir pour tout ce qui est recrutement et consulting, avoir vraiment quelque chose qui diffère des cabinets de recrutement actuels parce que je pense qu'il y a besoin d'innover pas mal là-dessus. Donc, on a vraiment pas mal d'idées et en espérant que ça se fasse avant la fin de l'année, suivant l'évolution actuelle, parce que bon, comme vous le savez, c'est pas forcément très agréable comme situation, mais il faut toujours positiver et à un moment donné, ça ira. Aussi parce que il paraît que la musique c'est important. Je suis aussi donc dans la production musicale et donc mon nom de scène c'est donc Joe Guerrero
Et voilà, donc vous pouvez retrouver différentes musiques sur les plateformes musicales, Spotify, Deezer ou autres. Et voilà, n'hésitez pas à écouter si ça vous fait plaisir. C'est plutôt de la musique DJ. Donc voilà. Et pour finir, donc assez récemment, il y a 5 mois, compte tenu de la situation actuelle et même au-delà de ça, j'ai donc mon association qui est l'ACDAS, qui signifie donc l'association commune des actions solidaires. Et l'intérêt vraiment, c'est de voilà, c'est dans l'humanitaire, c'est d'apporter vraiment des ressources en eau pour des pays qui en manquent encore cruellement et essayer de répartir au mieux les richesses dans le monde. Donc voilà, ce sont quand même de très très gros enjeux, mais c'est quelque chose qui me porte énormément à cœur et voilà, je ferai de mon mieux pour pouvoir mettre tout ça en avant. Et nous sommes à la recherche de nouveaux adhérents. Donc, si voilà, les valeurs de l'association vous intéressent, bah, surtout n'hésitez pas à m'en faire part. Ce sera avec grand plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Voilà, donc Plein d'activités. Comment? Plein d'activités, un vrai entrepreneur qui fait plusieurs choses à la fois et qui a plusieurs projets. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui vient pas comme ça de suite, bien évidemment. Il y a quand même beaucoup de travail, mais je pense que quand on veut être serial entrepreneur, très rapidement on le sent. On a toujours les occasions de pivoter, d'aller un petit peu de gauche à droite, et voilà, j'ai une certaine curiosité qui est quand même assez élevée. Je suis très très curieux et c'est ça qui m'a toujours amené à vouloir aller dans différents domaines. Mais il y a toujours une linéarité quand même dans ce que je fais. Ça répond toujours à mes principes, à mes valeurs et voilà, j'ai envie de dire c'est aussi quelque chose de très important. Donc, bah voilà, donc concernant mes formations, bon, je vais pas entrer dans le détail parce que bon, il y a LinkedIn, mon LinkedIn qui donne pas mal d'informations là-dessus déjà. Donc voilà, j'ai fait différentes formations allant de la start-up à la grande entreprise. Ce qui m'a donc passionné dans cette expérience, c'est les différents contextes d'activité. C'est-à-dire pouvoir aller un petit peu dans le secteur de l'IT. J'ai vraiment une formation très technique, donc aller sur le fonctionnel, c'est ce qui m'a donné envie par la suite. Et là, il y a que très récemment que je suis consultant freelance informatique. J'étais encore salarié il y a 6 mois, oui c'est ça, 6 mois. Et voilà, donc c'est quand même récent mon côté freelance, mais c'est vrai que le côté entrepreneur, honnêtement, voilà, ça fait déjà 5 ans que je suis là-dedans, donc je faisais ça en parallèle. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. Déjà, savoir ce que c'est donner du sens, avoir une éthique et des principes et des valeurs, c'est quelque chose de très important, que vous soyez freelance ou salarié. Donc déjà, moi, j'ai envie de vous dire, pour être sûr de ce que vous faites actuellement, en espérant que ça vous plaise, ça paraît bateau de dire ça, mais pour moi, je dirais qu'il faut toujours aimer ce que l'on fait d'abord. C'est pas tout de suite j'y vais parce que voilà, j'ai un collègue, il a réussi, il est plus jeune que moi, ou il a fait ci, il a fait cela. Ne jamais rentrer dans le piège de la comparaison. Honnêtement, je l'ai déjà fait. Ce n'est pas du tout la bonne méthode. Trouver ensuite son pourquoi je fais ça. Ça, sincèrement, c'est hyper important. Moi, voilà, j'essaie d'apporter toujours d'innovation dans ce que je fais. Je regarde souvent ce qui se fait dans le marché et à chaque fois, j'essaie de trouver un peu le petit truc qui va faire que ce sera quand même différent et qu'on va se dire, tiens, il y a un peu la patte de Joël qui est passée par là. Donc, quelque part, c'est un peu de cette manière-là que je vois les choses. Plus simplement, le principe de l'OMAS, que moi je mets tout le temps en application. Qu'est-ce que c'est l'OMAS? Ça veut dire offre, mobilité, avantage, salaire. C'est dans un ordre chronologique et c'est comme ça que je vois les choses. Donc, c'est-à-dire que tout d'abord, je vais regarder l'offre, ensuite la mobilité, les avantages, ensuite le salaire. Donc, comme vous le voyez, bon, ça ne veut pas dire que le salaire vient à la fin, mais ça veut dire que c'est le critère que je vois en finalité. Ensuite, posez-vous souvent cette question, quelle vie je voudrais avoir dans ce monde? Aujourd'hui, on vit dans un monde quand même qui évolue constamment. Il y a des choses, il y a 50 ans, voilà, en une décennie, on pouvait un petit peu avoir une visibilité sur les choses. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais par exemple, de la 3G à la 5G, il ne s'est pas passé autant d'années que ça. Et ce n'est que le début. Donc voilà, on est vraiment dans un monde où ça bouge tout le temps, constamment. Et pour vous, la meilleure chose à vous dire, c'est vraiment quelle vie je voudrais avoir dans ce monde, qu'est-ce que je pourrais apporter. Et croyez-moi que si vous arrivez à répondre à cette question-là à chaque fois, c'est que vous êtes dans la bonne voie. Ça, c'est une certitude. Et ensuite, n'oubliez pas aussi la notion de respect dans toutes vos activités. Il y en a beaucoup qui omettent ça, mais genre clairement, c'est-à-dire
Enfin voilà, je vais pas rentrer dans encore des comparaisons, mais être indépendant, entrepreneur, freelance, voilà, on peut dire tous les termes que l'on veut. Il y a des gens, ils oublient que voilà, pour moi, il n'y a pas cette guéguerre que les gens pensent entre je suis salarié, je suis entrepreneur. C'est-à-dire, soit j'apprécie la vie que je mène en tant que salarié, soit je suis entrepreneur. Alors, les deux aussi sont faisables. Mais bon, après, ça, chacun fait comme il veut. Mais globalement, n'oubliez jamais respecter vos collègues. N'oubliez jamais aussi les gens qui vous ont aidé au moment où c'était toujours compliqué. Parce que voilà, faut pas se dire ça y est, tout est fini. Hein. Une fois qu'on a l'entreprise, il faut la faire vivre, il faut la gérer. C'est loin d'être simple. Donc voilà, il faut pas tout de suite se dire c'est bon, je suis entrepreneur ou bien j'ai mon entreprise, ça y est, je suis indépendant. Voilà, il faut toujours rester humble, avoir aussi cette notion de. Ça c'est vraiment le mantra que je me dis très souvent. C'est humilité, simplicité, efficacité, tout le temps. Donc, ensuite, comme je vous l'ai dit, je suis beaucoup sur l'aspect humain dans le secteur de l'IT. Donc, comme je dis souvent, c'est nothing but the soft skills with hard skills with math skills. Plus globalement, aujourd'hui, on va tout le temps vous cataloguer sur vos soft skills. Alors, c'est-à-dire tout ce qui concerne votre comportement, la personnalité, comment vous pouvez manager éventuellement des équipes, comme votre team leading, votre leadership. Et ensuite, on va regarder quelque chose qui intéresse encore plus l'entreprise, c'est les hard skills. Donc la technique, les compétences qui sont liées fortement à l'activité principale de l'entreprise. Et à partir de là, il faut se dire que ce qui change, honnêtement, parce qu'il faut dire que quand vous sortez d'une formation, que vous voulez aller dans le salariat ou que vous voulez être freelance, on va toujours regarder votre profil. C'est évident. Vous allez sur un job board ou vous allez sur LinkedIn, vous allez sur Viadeo ou voilà, ce que vous voulez, Techit. La problématique, c'est qu'à un moment donné, il faut trouver la possibilité de se différencier. Et quand vous voulez vous différencier, c'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui les math skills, c'est-à-dire c'est entre le soft et le hard skills, c'est parler de vos associations, parler de ce que vous faites, de vos loisirs, de vos sports, de vos voyages. Les centres d'intérêt sont trop mis, je trouve, en bas de l'échelle et honnêtement, c'est ça qu'il faut valoriser. Parce que quand vous avez cette valorisation-là en plus, croyez-moi, il y a beaucoup de freelance aujourd'hui dans le groupe, dans le réseau Axis. Quand je discutais avec eux, ce qui faisait honnêtement qu'on les choisissait pour telle ou telle mission, parce qu'il y avait des profils très intéressants, c'était vraiment savoir comment ils vivaient autour d'eux. Est-ce qu'ils étaient dans une association? Quel était leur loisir? Qu'est-ce qu'ils aimaient faire comme sport? Est-ce qu'ils aimaient voyager? En fait, on essaie vraiment de voir, c'est quelqu'un qui va toujours plus loin que ce qu'on lui demande, quelqu'un qui est assez curieux. Et forcément, ce genre de choses, c'est pas à négliger, loin de là. Donc, c'est intéressant parce qu'on a fait un webinaire, nous, côté client, la semaine dernière. Et c'est vrai que les recruteurs font de plus en plus attention à ces soft skills. Et il ne faut pas hésiter à penser à votre vie perso, vos loisirs, etc., pour mettre en avant vos compétences hors du travail, en vrai. Exactement. C'est quelque chose qui est très souvent mis de côté, alors que c'est un atout indéniable et que ce soit peu importe le type de recrutement, que ce soit pour des freelances, pour de l'intérim, CDD, CDI, peu importe, les math skills et les soft skills. Enfin voilà, il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec le PDG de Banque Populaire qui est dans la région nantaise et il me disait il faut être honnête, les hard skills, on peut apprendre au fur et à mesure certaines choses. Évidemment, les entreprises, souvent, elles veulent des personnes qui sont seniors, qui sont expérimentées. Voilà, parce qu'ils ont un besoin urgent et puis ils ne veulent pas prendre le temps de. Enfin, voilà, ça dépend des entreprises. Hein. Je ne suis pas en train de cataloguer et de mettre tout le monde dans le même panier. Mais c'est pour dire qu'ils se rendent enfin compte. En plus, c'est un PDG, donc voilà, il a énormément d'expérience. Et il se rend compte que il y a des soft skills, c'est quasiment inné ou ça prend des fois même plus de temps à mettre en place que des hard skills. Parce que les hard skills, voilà, par exemple, je fais du C#.net dans la technique en tant que développement. Si je veux faire du Java J2E, il y a des similitudes. À un moment donné, c'est un peu la même manière. Ok, je suis pas un expert, mais je vais pouvoir me former. Il y a quand même l'intégration dans une entreprise. Il y a quand même le temps de faire les choses. Par contre, avoir une qualité émotionnelle, avoir une qualité relationnelle, savoir discuter avec les personnes qui peuvent être hypersensibles, d'autres non, etc. C'est quand même quelque chose qui est pas si évident que ça. Donc quand vous pouvez dire que je peux le faire, n'hésitez surtout pas à le dire en fait. Mais jamais quoi. Je vous dirais même c'est une obligation. Il faut le mettre en avant.
Voilà, donc voilà ce qui peut arriver aussi souvent, ce qui fait que moi ça m'a, voilà, tout ce que je vous dis c'est personnel, hein, clairement, c'est exactement ce qui m'a donné envie aussi de me lancer dans l'indépendance. C'est tout ce que je veux dire, je pense à vous parler. Les managers sont souvent absents, il y a toujours des négligences totales dans l'intégration. Bon, alors qu'ils disent que nous on est très réputés dans ça, bon, ça dépend quand même. De l'accueil ou encore de l'onboarding. C'est pareil que l'intégration, des nouveaux collaborateurs, des nouvelles collaboratrices. Il n'y a pas souvent de souplesse dans la différenciation des personnalités, alors que c'est hyper important. Quelqu'un peut comprendre très vite, quelqu'un peut mettre plus de temps, quelqu'un peut être hypersensible, quelqu'un peut être dur à cuire, etc. Donc, pour moi, c'est très important de comprendre les personnalités des gens. Et tout le monde dans le même lot, c'est pas la meilleure manière pour un manager de gérer ensuite les personnes. Donc il n'y a pas de formations qui sont adaptées, si nécessaire, aux besoins des collaborateurs ou des collaboratrices. Mais c'est toujours selon ce que veut l'entreprise. Donc il faut toujours que ça aille dans un sens bidirectionnel. L'entreprise a besoin des salariés, a besoin de freelance, tout comme pour moi, les freelances et les salariés ont besoin des entreprises. C'est donnant-donnant. Il faut un peu enlever ce rapport de force où c'est toujours l'entreprise qui va dire je veux ci, ça, etc. Si on veut que ça marche et que ce soit efficace et productif, il faut forcément que ça aille dans les deux sens. Le constat incroyable quand vous vous rendez compte, par exemple, de la rémunération que vous pouvez percevoir quand vous rentrez dans la vie active, comparé à ce que les instituts de formation vous disaient sans arrêt, et en plus à une certitude absolue. Donc c'est vrai que ça casse un peu quand même le mythe, et moi ça m'est arrivé, hein, tu gagneras tant en sortant de tel institut, machin, oui, bon, je l'ai fait, c'était pas vraiment la réalité du marché. Donc la plupart devraient vraiment discuter avec le monde de l'entreprise pour se mettre à jour sur la réalité du marché de l'emploi. Et je peux comprendre que beaucoup se disent, bah, je vais me lancer en tant que freelance parce que honnêtement, quand je vois ce que je peux mettre à profit, quand je vois les compétences que je peux faire et que je sais qu'il n'y a aucune opportunité dans le monde du salariat qui peut me correspondre, bah, tu vas pas passer 5 heures à te dire qu'est-ce que je vais faire. À un moment donné, tu vas te dire autant que je sois freelance, parce que quelque part, je pourrais même avoir sur une rémunération plus haute que ce que je peux avoir au sein d'une entreprise. Ça me paraît pas aberrant de penser comme ça. Le constat exaspérant aussi de voir que visiblement faire plusieurs formations prestigieuses bah, ne garantit même pas que vous serez forcément opérationnel en arrivant dans l'entreprise. Donc, qui doit faire quoi? L'entreprise doit être un centre de formation aussi, où ça se passe comment? Donc, c'est vrai qu'on a toujours ce problème-là. Si c'est le cas, plusieurs jeunes, peu importe leur nombre d'expérience, désireront aller directement dans une entreprise où ils seront formés et ensuite opérationnels, plutôt que de faire une pléiade de formation, vu qu'il n'y a pas de réelle garantie qu'ils soient de suite opérationnels. Et ça, je parle en connaissance de cause. En toute humilité, j'ai une licence, j'ai une maîtrise, j'ai 2 masters et j'ai un diplôme d'ingénieur. C'est pas pour autant quand je suis arrivé, c'était pas non plus, j'ai pas l'impression d'être plus opérationnel que les autres, quoi. Donc voilà, ça veut pas forcément dire que vous allez être meilleur ou que ou que voilà, vous aurez plus d'avantages quoi que ce soit. Ça n'existe pas. Donc on aura presque le sentiment de perdre du temps et de l'argent aussi, parce qu'aujourd'hui les formations, bah, ça coûte cher. Heureusement que l'alternance existe aussi des fois, parce que ben, ça peut aider. L'organigramme aussi qui n'a aucun sens pour la plupart. Il faut chercher les informations soi-même alors qu'il y a une personne attitrée qui est censée être là pour vous donner ces bonnes informations. Mais voilà, c'est toujours à vous de faire les choses. Donc vous dites au final, vous êtes déjà autonome, mais vous vous rendez pas compte. C'est un peu ça le truc. C'est que en arrivant dans une entreprise, vous vous rendez pas compte dans l'absolu, mais vous êtes autonome. Et ensuite, c'est juste à vous de sentir le coup en vous disant est-ce que je vais trouver quelque chose qui va plaire sur le marché. Et ensuite, pour moi, tout le monde peut être freelance. Honnêtement, tout le monde peut être freelance. C'est juste un état d'esprit et savoir réellement ce que l'on veut dans la vie. Donc, c'est pas non plus si simple que ça. Il faut prendre le temps de voir tout ça. Par exemple, vous ne sentez pas la liberté pour faire des explorations annexes sur un projet afin de l'améliorer ou juste par curiosité. Quand vous êtes force de proposition, souvent on vous dit non, nous, on veut que le projet soit comme ça, etc. Ça m'est arrivé tout le temps. Il y a des améliorations que je voulais faire, je voulais explorer certaines choses et à chaque fois, j'étais cantonné à respecter tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on est impoli quand on le fait pas, hein, mais c'est juste que voilà, on a des règles qui sont tellement stéréotypées et souvent, quand on veut aller au-delà de ça, voilà, ça dépasse pas le think outside the box, très connu du côté de nos amis américains, où eux, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'ils sont toujours là pour écouter les gens, savoir, voilà, Steve Jobs, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il disait une phrase pour moi qui est hyper importante. On ne recrute pas des gens pour leur dire ce qu'ils doivent faire, on les recrute pour écouter ce qu'on doit faire.
ça fait quand même des lustres qu'elle a sorti cette phrase-là, et pour moi, elle résonne comme une vérité absolue. C'est-à-dire, on prend quelqu'un, mais on va lui dire, tu fais ça. Et du coup, quelle est la plus-value que va t'apporter cette personne? C'est pas possible. C'est comme si on met tout le temps, on a un gros tuyau, on met tout le temps tout le monde à l'intérieur et on dit, allez-y. Et du coup, la personnalité des gens ne sert plus à rien. Donc, voilà. Si vous sortez du cadre du projet, voilà ce qui peut vous arriver. L'ambiance est rarement comme celle qui vous a été présentée au début avant de rejoindre l'entreprise. Donc forcément, ça aussi, ça peut donner envie de se dire, bon, autant que je fasse des choses autrement. Bon, là, je vais être un peu plus virulent dans mes propos, mais bon, il y a aussi l'hypocrisie des gens que vous pouvez rencontrer. Donc, il faut savoir que c'est des personnes qui sont haut placées dans la boîte, mais il faut aussi avoir l'occasion de discuter les uns des autres et avoir la possibilité quand même de pas sentir, on va dire, comment dire, d'ennemis à côté. C'est hyper important parce qu'il y en a beaucoup qui ont que moi, quand il y a des stagiaires qui venaient me voir ou qui venaient discuter, enfin voilà, ils avaient vraiment ce ressentiment qui arrivait souvent en disant j'ai l'impression d'être délaissé ou autre. Pour moi, ça doit jamais arriver, ça, jamais. Et voilà, c'est quelque chose de très important. Donc quelque part, vous êtes censé être les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise. Si évidemment tout ça, tout ce que je vous ai dit sont des choses qui vous parlent. Et voilà, c'est quelque chose de très important parce que vous faites vivre l'écosystème de l'entreprise. Chaque personne a son utilité au sein de l'entreprise, quoi que vous le voyez, quoi que vous imaginez. Je suis désolé, il y a des gens, par exemple, pour moi, je dis bonjour, au revoir quand je voyais la femme de ménage qui venait à la fin pour nettoyer. Il y avait des gens, ils passaient comme ça 50 fois devant elle dans le mois. Jamais il a regardé, quoi. Et moi, c'était quelque chose qui m'horripilait et qui m'exaspérait comme pas possible, parce que déjà, pour moi, je considère ça comme un manque de respect. Mais en plus de ça, c'est voilà, chacun a son problème. Oui, Patrick, dehors ça, c'est un problème d'éducation où je suis pas loin de dire oui, quasiment à 95%. Donc, je pense que oui, ça peut être un problème d'éducation ou encore plus que ça. Je crois que c'est un peu plus ancré. Je dirais même c'est la mentalité. Je pense que, enfin voilà, pour avoir beaucoup voyagé, pour avoir beaucoup discuté avec des personnes, voilà, d'origine hispanique, anglophone, asiatique aussi. Pas beaucoup plus que anglophone et hispanique, mais quelques-uns. Oui, en France, je peux vous dire qu'on est vraiment vu comme encore, on fonctionne à l'ancienne, quoi. C'est le Moyen Âge. C'est le Moyen Âge, quoi. Donc quand j'entends ça, bon, je vais pas trop rire, quoi, parce que je me dis derrière, la France passe pourquoi en fait. Donc c'est un problème de mentalité et sûrement d'éducation. Ça, je te l'accorde, Patrick. Donc voilà, vous devez quand même représenter l'entreprise en dehors de son ou de ses implantations. Donc c'est quelque chose de très important et beaucoup de gens l'oublient, à commencer par l'entreprise. Votre satisfaction doit être importante aux yeux de l'entreprise, mais très souvent c'est négligé parce que les entreprises ne portent pas une grande attention à leur image, voire en fait leur marque employeur. Donc à un moment donné, faut quand même se rendre compte que un client insatisfait ou autre, ok, ça peut arriver, mais quand vous avez des personnes qui travaillent pour vous et qu'eux, ils sont insatisfaits, vous pouvez être sûr que la publicité négative va se mettre très vite en marche et ça peut être très désagréable de voir certains commentaires ou autres sur Glassdoor ou sur d'autres sites qui parlent des avis concernant telle ou telle entreprise. Donc, franchement, les entreprises doivent faire très attention à ça. Donc, si vous partez de l'entreprise, vous devez certainement avoir des raisons et l'entreprise doit se poser des questions sur ces situations, parce que pour moi, il y a toujours une raison à un départ ou pas. Mais très souvent, l'entreprise va réagir ainsi. Allez, un de plus, un de moins, qu'est-ce que ça change? Il y en aura d'autres de toutes les façons. Voilà, la phrase typique que j'entends tout le temps, alors que bizarrement, quand la personne part, eh bien, ils savent que c'est le merdier absolu, mais c'est pas grave. Ils se remettent rarement en question et ils se disent, de toute façon, on va trouver d'autres profils. Ça marche pas tout le temps comme ça. Si vous partez de l'entreprise pour diverses raisons, si vous avez gardé un bon contact en partant à l'amiable, vous pouvez demander à l'avance si l'entreprise serait d'accord de continuer de collaborer avec vous en tant que freelance. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que c'est un conseil que je donnais à des personnes qui ne savaient pas trop par où commencer. Si franchement, vous êtes en bon terme avec l'entreprise et que vous voulez vous lancer en tant que freelance, il n'y a aucune loi, il n'y a aucune dérogation ou quoi que ce soit qui vous interdit de justement le demander à continuer de collaborer avec eux, mais en tant que freelance. Bon, après, là, ce sera l'entreprise qui décidera. Mais globalement, il y en a qui sont pour, surtout s'ils vous apprécient. Donc, voilà, les contraintes qui sont liées au salariat, est-ce qui donne envie de se lancer à son propre compte?
Bah, ça, c'est des choses qui vont parler tout de suite. La nutrition. Bon, l'alimentation, voilà, comme vous le savez, il n'y a pas le temps de bien manger convenablement parce qu'on est toujours pris pour avancer et faire les choses. Et jusqu'à présent, ça m'arrive encore. J'en rigole, mais c'est pas si drôle que ça. Donc, j'ai pas le temps d'être rassasié dans la journée, d'avoir la vraie satiété. La nutrition est quand même importante pour la santé, hein, ça je vais l'apprendre à personne. Et pourtant, elle est encore beaucoup trop négligée au sein des entreprises. Et quelque part, cela est dû au fonctionnement de la société actuelle. Toujours plus vite. On est toujours dans la surconsommation, le temps qui passe vite et on n'a jamais le temps de faire ce qu'on a prévu souvent dans la journée. Le manque de reconnaissance, de gratitude. Ah bah oui, c'est quand même important. Rencontrer des personnes qui sont adeptes de l'hypocrisie, hashtag je t'apprécie énormément bien, mais je ne ferai rien pour toi quand je pourrais apporter de l'aide, mais je t'apprécie quand même bien. Bon voilà, des trucs qu'on entend, enfin, en tout cas que moi j'ai entendu très souvent. Tu peux me demander ce que tu veux, mais je ne ferai rien. Bon, ok, d'accord, merci quand même. Donc voilà, tu peux prendre d'énormes responsabilités qui étaient toutes sauf évidentes et ne même pas avoir un merci. Ouais, ça, c'est vraiment, je pense, un problème par contre d'éducation parce que dans des pays, ils disent merci pour un rien, quoi. Je sais pas. J'ai dit bonjour, il me dit merci. C'est, waouh. Et là, on fait un truc des fois en France, tu as l'impression que merci, c'est comme si tu te demandes la lune. Bah, non, c'est juste un mot, quoi. Merci. C'est pas si compliqué que ça, je pense, mais bon. De même, assurer la fonction de ton N+2, vu qu'il n'est jamais là quand c'est un peu le bordel et ne même pas avoir la moindre considération, bah, il faut pas exagérer non plus. Tu as juste un petit peu aidé la réputation de l'entreprise 159 000 fois. Donc, au bout d'un moment, pour eux, c'est normal, tu vois. Du coup, il n'y a plus aucun mérite. Il n'y a plus ce besoin de dire merci pour ce que tu fais. Un peu d'humilité quand même. Enfin, voilà. C'est des choses qui arrivent très souvent en entreprise. Et beaucoup de gens n'en parlent pas. Souvent, dans ton équipe ou avec tes responsables, bah, il y a souvent celui qui a un ego plus que surdimensionné et avec qui les discussions et les échanges n'ont strictement aucun intérêt. Tu peux faire ce que tu veux, c'est du blabla. Si ça fonctionne, c'est tout grâce à lui, même s'il ne participe pas au projet, hein, c'est quand même grâce à lui. Bon, il est fort quand même. Et si ça ne fonctionne pas, c'est parce que personne ne l'avait écouté ou demandé son avis, bien évidemment. Bon, bah, là, tu ne peux pas faire grand-chose à part acquiescer et dire oh, OK, comme tu veux. C'est pas la meilleure façon de vivre au sein d'une entreprise. Quand tu t'intéresses à plusieurs choses au sein de l'entreprise, c'est mal perçu. Parce que si tu étais catégorisé de suite comme une personne qui allait trop s'éparpiller, alors qu'il faudrait justement valoriser ce genre d'initiative, jusqu'à présent, je ne comprends pas. En Suisse, quand je disais ce que je faisais, mes activités, ils étaient contents. Ils étaient là, waouh, c'est super, ah, vous faites tout ça et tout. Ah ouais, mais on a un projet qui pourrait vous correspondre, etc. En France, quand je disais que j'avais fait du fonctionnel, du technique, du management, de l'IT, et tout de suite, oh, ouais, on sait plus où il va, on sait pas comment le cerner, on sait pas comment le mettre. Mais t'as pas besoin de me cerner déjà. Enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut et tout. Enfin, je vais pas rentrer dans une case, quoi. Mais en France, on fonctionne encore comme ça. C'est ouf d'entendre ça, quoi. On est en 2021 et on est encore en train de fonctionner où il y a des gens dans des cases et puis à un moment donné, je sais pas, jouer au jeu des dames aussi avec nous si vous voulez. Enfin, on n'est pas des pions, on est des êtres humains. Donc à un moment donné, il y a vraiment besoin de faire grand chose par rapport à ça. Clairement, moi en tout cas, c'est ce que je préconise. Donc ils le disent de plus en plus aussi. La plupart des managers veulent prendre des personnes qui peuvent mener, cerner et diriger à leur guise. C'est pas ça manager en fait. Entre autres, ils veulent construire des clones, des robots sans émotion pour atteindre leurs objectifs rapidement, monter plus vite dans la hiérarchie et s'autoriser le luxe de s'accaparer souvent les éloges sur les projets en leur nom, alors qu'il y a quand même une équipe derrière tout ça. Mais ça, c'est trop invisible pour certaines personnes. C'est pas comme si c'était pas important, quoi. Dans le secteur de l'IT, en fait, il faut être sincère. Tout le temps, voilà, je sais, je vais être un petit peu virulent encore, mais je l'ai vécu tellement de fois que voilà, il faut tout le temps applaudir les commerciaux. Ce qui peut être à la longue usant et aberrant. C'est bien de vendre les produits, mais il ne faut pas oublier que sans l'équipe de développement, il n'y aurait même pas de produits. Alors, juste un peu de reconnaissance aussi pour les personnes quand même qui développent le produit, ce ne serait pas trop demandé. Mais beaucoup négligent ça. Et c'est pas bien. La pression de la productivité est toujours là. Et ce n'est pas votre responsable qui dira le contraire. Bon, ben, vu que tu as fini le projet en avance et que tu as pu amorcer un autre récemment, je vais donc te planifier ça, ensuite ça, et puis pourquoi pas ça, et ça aussi, etc. Donc, cela devrait t'occuper pendant un moment. Oui, bien sûr, mais au cas où il s'est demandé si je n'allais pas profiter pour demander des congés, mais peut-être que demander des congés, c'est trop demander. Donc, bon, peut-être demander des RTT aussi. Ah oui, bon,
C'est pas le moment parce que là, il faut y aller. D'accord. En fait, je prends pas de congé quand j'ai envie. Bon, ben, d'accord. Et le plus intéressant, c'est quand vous avez fait un projet à 2 ou plus et qu'une ou plusieurs personnes qui ont participé à ce projet, eh ben, elles profitent du moment où vous n'êtes pas là, souvent pour dire qu'elles ont tout fait en ce qui concerne la majorité du projet, ce qui est souvent faux. D'ailleurs, souvent censé pour leur initiative, et lorsque vous arrivez, le responsable qui vous dit la prochaine fois, pour un projet avec eux ou avec elles, ce serait bien que tu participes davantage aussi. Belle ambiance en perspective. Donc, on est un peu encore dans souvent l'hypocrisie et le fait de toujours vouloir s'accaparer les choses alors qu'on demande un travail en équipe. Je trouve que c'est plutôt du travail individuel. Donc, les responsables demandent toujours d'être force de proposition, mais dès que vous l'êtes, ils vous disent souvent non, c'est pas le moment, occupe-toi de ce que je t'ai demandé et le reste, on en discutera plus tard, ce n'est pas la priorité actuellement, machin, etc. Bah, pourquoi est-ce que vous me demandez d'être tout le temps force de proposition? Bon, voilà. Discuter souvent avec des personnes de votre équipe ou d'autres personnes de l'entreprise est très souvent mal perçu pour les responsables. Pourquoi? Parce qu'ils vont penser tout de suite que vous cherchez à plaire, que vous risquez d'être plus apprécié que eux, hein, c'est un ego surdimensionné aussi qu'ils peuvent avoir, et que vous n'êtes pas assez impliqué sur la demande, et forcément cela risque de l'irriter au point de vous dire devant tout le monde que votre comportement, de discuter, d'être jovial, d'avoir la bonne humeur, ça dérange. Est-ce un problème d'éducation, ça aussi J'aurais tendance à dire un peu quand même aussi, quand même. Parce que pour moi, je préfère voir des gens qui sourient quand même que de voir des gens qui font la gueule. Mais visiblement, ça dérange. Quand on dit que tu souris trop, tu es jovial, tu vas trop vers les gens, tu es sociable. Mais je suis désolé, mais j'ai l'impression que c'est des qualités qu'on est en train de me dire. Là. Mais lui, il me dit que non, on dirait que c'est des défauts. Tu dis, il y a un problème quelque part. Je vais pas venir en faisant la gueule, en insultant tout le monde quoi dans l'entreprise. Donc, c'est des choses des fois aberrantes. Bref. Donc cela montre surtout un manque de relation de confiance. Et vous savez, autant que, sûrement même beaucoup plus que moi, que la confiance est quelque chose de très, très, très important. Et que, parce que quelqu'un qui se permet de faire ça, il faudrait d'abord se dire que c'est probablement parce que le projet a bien avancé depuis un moment et qu'il attend un retour du client ou que le moment est juste propice à faire davantage connaissance avec l'équipe ou les ressources humaines s'il est intéressé par certaines informations. La bonne manière pour procéder est de toujours discuter avec la personne pour connaître sa personnalité, lui faire confiance, lui accorder sa confiance. Et en fonction de cela, vous pourrez éviter ce genre de situation. Mais pour moi, tout ce que je dis avant, ça montre qu'il y a un problème dans la relation de confiance. Et pourtant, c'est très important. Le mode de vie qui change, bah oui, les horaires qui sont pas flexibles. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Hein, le problème des RTT, des congés, que ce soit dans la demi-journée ou pour une demi-journée, c'est souvent compliqué de prendre un temps. Bon, quand on est freelance, il faut quand même mieux gérer son temps. Donc ça, c'est quand même un énorme avantage. Aucune relation de confiance qui s'établit même après de bons et loyaux services. Même pas une journée dans l'année où tu peux aller régler un besoin quelconque sans avoir besoin de justifier tout le temps si, cela, machin et trucs. C'est vraiment abusé des fois. Les temps de pause qui sont quasi inexistantes, bon ça, je pense que tout le monde qui a vécu dans le salariat avant, surtout dans le secteur informatique, je peux vous dire que c'est rare qu'il y en ait. Donc ils ont oublié qu'il était important apparemment de s'aérer l'esprit de temps en temps, hein, de ne pas rester tout le temps devant un PC jusqu'à devenir un robot, et de ne pas rester enfermé pendant des heures au même endroit. Ou comment rendre les gens dingues, quoi. Une entreprise n'est pas censée être une prison, en fait. C'est une entreprise. Voilà, ça doit vivre à l'intérieur. Ça doit pas, voilà. On ne doit pas répondre à ce genre de règles complètement obsolètes pour moi. Et c'est souvent la personne qui peut se permettre des largesses sur les horaires, vu son ancienneté dans la boîte, souvent qui vient vous faire la remarque, pendant que cette personne arrive allègrement plus tard que vous, et pas même souvent plutôt que vous dans les journées, quand il est bien sûr là. Parce qu'il y a des moments où voilà, il choisit ses moments de télétravail quand il veut. Bon, voilà. Le temps de trajet qui est à gérer, bah oui, un des principaux critères pour se projeter dans une opportunité, quand même, le trajet. Plus le trajet sera long, moins vous serez productif, et donc plus vous serez proche de votre lieu de travail, plus vous serez en forme, souriant et davantage productif. Il faut aménager en permanence sa vie personnelle, loisirs, activités, sportives, visites, amis et famille, moments de détente. Ça commence à faire beaucoup quand même tout ça. Donc, à un moment donné, on essaie de se dire comment je vais alléger tout ça. Et c'est vraiment pas simple. Tout ça amène au fait que j'ai besoin de concilier ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Donc, devoir choisir entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, et c'est la vie professionnelle qui doit être vraiment mise en avant, c'est vraiment de se dire, je ne dois pas penser au reste. Mais c'est quand même important, parce que le temps avec la famille, c'est quand même important. J'ai pas le temps pour la famille. Quand je me dis ça moi-même, je me dis c'est grave. Les horaires sont décalés, travail de nuit, déplacements récurrents à l'international, trop de choses à faire en une semaine.
waouh, comment je vais faire? Faire des concessions pour trouver du temps et travailler souvent chez vous pour plus de productivité, ça, c'est énormément. C'est énormément vrai. Donc, travailler dans un milieu anxiogène pour une autre personne qui ne nous considère pas souvent, voire pas du tout, je vois pas l'intérêt. Et là, c'est quelque chose qui doit, en tout cas, qui me parle, mais qui doit parler aussi à d'autres personnes. Forcément, votre vie sentimentale va pas être du tout évidente. Vous devez trouver des accords en commun, vous devez gérer les plannings, vous devez gérer des projets en couple, vous devez vous mettre d'accord avec les enfants pour les activités, mais pas souvent disponibles. Juste avoir le temps d'être en couple et de fonder une famille, on a l'impression que ça devient un truc monumental, alors que c'est pas censé être si compliqué que ça. Suivre l'éducation de vos enfants, ça c'est hyper important, mais vous n'êtes pas souvent là pour voir ce qu'ils font. Et ça va peut très vite dégénérer parce que les enfants ont besoin de communiquer avec leurs parents. Les enfants, ils ont besoin de voir leurs parents. Mais vous n'êtes pas souvent là. Ils ne vous prendront pas comme modèle alors que vous pourrez le faire, mais vous n'avez pas le temps. Mais ils vont plutôt prendre du coup des fréquentations qui ne seront pas forcément les plus recommandables. Et là, ça peut être très, 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 très dérangeant. Le fait de devenir un robot robotisé, comme je le dis, donc vous ne vous rendez même pas encore compte, mais vous commencez à faire énormément de choses machinalement. C'est-à-dire, même si cela n'a aucun intérêt sur le moment, vous avez votre routine monotone et morose qui va s'installer. Bon, voilà, ça c'est fait. Vous n'avez plus de perspective d'évolution au sein de l'entreprise parce qu'à chaque fois qu'on vous dit tu feras ça, on va revaloriser dans un an ton salaire, on va voir si tu peux pas. Ça ne veut pas forcément dire que ça va être le cas tout le temps. Donc, bon, à un moment donné, on se dit on verra ce qui adviendra. C'est un peu comme ça que fonctionnent ensuite les gens. Peu importe ce que l'on vous dit ou machin, vous dites oui, bon, on verra quoi. Plus aucune personnalité, mais vous êtes juste un numéro de plus pour la société. Bon, voilà. Vous recherchez souvent de nouvelles opportunités en vous disant que la situation personnelle va changer, mais vous serez toujours dans l'obligation de mettre en avant votre vie professionnelle. Autrement, si vous ne faites pas de ce sacrifice, ce sera quelqu'un d'autre qui prendra votre place. Bon, ok, il faut poser le pour et le contre. À savoir aussi que par expérience, pour se sentir heureux, honnêtement, je vous le dis, la vie personnelle et la vie professionnelle, pour moi, doivent être intimement liées. Alors que moi, j'ai rencontré, 70% des gens qui m'ont dit que pour eux, ils ne peuvent pas. Sauf que moi, j'ai fait la séparation entre ma vie personnelle et la vie professionnelle. Je rigolais pas du tout. Hein, et je n'étais pas aussi enjoué, machin et tout. Hein, c'était pas pareil. Hein. Là, c'était pas le même Joël, hein, clairement. Donc, depuis que j'ai réussi à allier les deux, je peux vous dire que je suis beaucoup plus content. Maintenant, ce qui arrive, c'est le contexte intergénérationnel. Que ce soit dans vos relations ou dans les entreprises, la génération Z étant la plus jeune, vu qu'il s'agit des personnes qui sont nées au début de ce 21e siècle. La génération X et Y ont des manières de fonctionner, de procéder et de communiquer qui ne correspondent pas souvent à la génération Z. Là, il y a un problème. La génération Z veut apporter du sens, de l'utilité et de l'intérêt dans leurs activités principales, mais aussi faire bouger le monde à leur échelle. Voilà, tout en n'étant pas trop dans l'égoïsme, inspirer, influencer, donner une nouvelle approche innovante et se démarquer en fait en voulant améliorer des choses et se sentir bien dans l'entreprise tout en étant en phase avec la société actuelle. Donc pour moi, la cohabitation est souvent plus simple dans le dialogue à l'extérieur de l'entreprise. Discussion personnelle, passion en commun, collaboration associative, réunion d'équipe, lorsqu'on va faire du sport en même temps, ça c'est bien. Mais dès qu'il s'agit de collaborer ensemble ou juste de vivre ensemble au sein de l'entreprise, ces différentes générations ne parviennent pas souvent à se faire entendre à leur juste valeur. Ils n'ont pas les mêmes ambitions, ils n'ont pas les mêmes envies, ils n'ont pas la même vision du respect de la hiérarchie. Il y en a qui sont totalement contre, il y en a, ils ont connu que ça depuis 40 ans d'entreprise. Ils n'ont pas le même body language, les mêmes avis, les mêmes opinions. Ça fait beaucoup. Et pourtant, cette cohabitation est purement une aubaine qui est plus qu'immense. Elle est primordiale pour les jeunes. Se confronter à ce qu'ils faisaient avant et maintenant va leur permettre d'apprendre plus vite dans l'entreprise. Avoir un référent, un parrain, comme ça se fait souvent, bon, ça se fait encore même d'ailleurs, ou une personne de soutien pour discuter de certaines choses, se sentir accompagné sur des projets qui sont ambitieux, mieux cerner les innovations à apporter au sein des entreprises. Il ne faut jamais mettre ça de côté. La sensibilité du travail est différente. La génération Z est plus dans une flexibilité, une souplesse dans la gestion des activités. En fonction des horaires dans la journée, voilà, elle aime bien fonctionner un peu en mode start-up. Pas d'horaire fixe, mais il faut juste bien faire son boulot. Ça, c'est vraiment la génération Z. La génération Y se montre davantage compréhensible sur ce mode de fonctionnement, mais la génération X ne la conçoit pas du tout. Et ça, je l'ai bien vu. Hein. Donc, tout ce qui est manque d'implication pour l'entreprise, la jeunesse qui se permet de tout vouloir changer quand ça ne leur convient pas, manque de discipline, des personnes qui pensent déjà tout connaître alors qu'ils sont encore jeunes, manque de respect envers les personnes les plus anciennes de l'entreprise. La génération X voit plus les choses de cette manière-là. Donc, la génération Z a d'autant plus envie de créer, par exemple, des associations,
des fondations, des organismes, des partenariats ou encore des entreprises sociales et solidaires. D'où le fait que leur sensibilité au travail est forcément différente. Parce que vis-à-vis des autres générations, dans des entreprises plus traditionnelles ou n'ayant pas trop d'impact social, ça se voit que la nuance, elle se fait juste à ce point-là. Donc, il faut savoir valoriser ces expériences, peu importe lesquelles. Et ça, vraiment, j'insiste dessus. Valoriser tout ce que vous pouvez. Être proactif et force de proposition d'une entreprise, pour moi, c'est une qualité, il faut le dire. Que vous soyez freelance ou salarié, il faut le dire. Savoir montrer que vous avez aussi de l'expérience d'une manière ou d'une autre, visible ou invisible, que ce soit dans les softs et les mass skills, comme disait Tiffany, et aussi l'envie de progresser, de vouloir découvrir de nouvelles choses. Il faut le dire. Ne pas hésiter à donner son avis sur une situation. Je sais que voilà, moi j'étais timide aussi à un moment donné, mais à un moment donné, voilà, c'est fini ça. À un moment donné, tu dis, il faut que je parle, il faut que je dise les choses. Et ça vient au fur et à mesure, mais ça dépend des gens, mais c'est hyper important. Parce que donner votre avis sur une situation, un projet ou sur le comportement d'un collègue, d'une personne, cela montre que vous êtes transparent et attentif à ce qui se passe autour de vous. Et je peux vous assurer que beaucoup de managers vont toujours vérifier ça, parce que c'est hyper important, avec votre équipe ou avec d'autres personnes d'ailleurs. Tentez de prendre des initiatives tout en respectant les lois et la charte de bienveillance qui sont imposées par l'entreprise. Ça montre que vous êtes intègre. Participez le plus possible aux réunions. Bon, franchement, en France, on est des spécialistes de la réunionnite. Je comprends toujours pas ce délire où je vois des semaines où on a des heures de réunion et je me dis, mais sérieusement, on a parlé hier. On a parlé hier du même sujet. Pourquoi tu mets 2 heures? Mais une demi-heure, on fait un point rapide, quoi. Non, mais c'est 2 heures parce que tu sais, il y a tout le monde. Mais bref, ok. Donc, faire des formations proposées par l'entreprise, c'est hyper important. Participer aux ateliers, notamment les moments de détente avec d'autres personnes pour créer et renforcer des liens. Je sais que souvent vous vous dites ça sert à rien, mais il faut jamais dire ça. Quand on vous dit tiens, on a un événement, ça te dit de participer, dites oui, 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 j'arrive. C'est montrer que vous appréciez ça. Donc valoriser ces expériences, surtout montrer que vous êtes au bon poste, pour moi, au bon endroit et que vous pouvez faire mieux pour ainsi atteindre de nouvelles perspectives d'évolution. Donc du coup, pour finir, je parlerai des entreprises du 21e siècle. Donc pour moi, les entreprises actuelles doivent se réinventer, vraiment, ou bon, ça fait un peu peur quand même ma phrase, ou disparaître. Doucement, je suis pas en train de dire un truc voilà qui est censé faire peur, c'est juste pour donner mon avis là-dessus. Les entreprises, pour moi, elles constatent pour la plupart un turnover beaucoup plus présent qu'auparavant. Et ça, je pense que je suis pas en train de dire des conneries. Cela explique que les salariés ne sont pas souvent satisfaits de leur entreprise et désirent un changement dans leur vie. Avant, je pense qu'on va tous être d'accord, quand tu faisais 15 ans dans une entreprise, ouais, c'est normal ça. Quand tu faisais 5 ans dans une entreprise, ouais, bah, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, un jeune, on va dire, allez, 25 ou 35, voilà, qui reste 2 ans dans une entreprise, et tout le monde applaudit. Hein. Tout le monde dit oh ouais, ça fait 2 ans qu'il est dans la même entreprise. Il y a un problème quelque part. Pourquoi les gens ils ont envie de changer autant d'opportunités? Voilà, il faut se poser la bonne question. Une entreprise a besoin de ses salariés pour vivre et si personne n'est intéressé pour rejoindre l'entreprise, elle ne durera pas longtemps dans les registres des entreprises actives. Je ne vais pas faire peur, mais il faut se poser les bonnes questions. Les entreprises collaborent davantage avec des indépendants, des freelances. Cela n'est pas uniquement dû à l'aspect financier, ça l'est un peu aussi quand même, mais cela démontre la tendance qu'il y a de plus en plus d'indépendants et de freelances sur le marché de l'IT, et pas que. Le constat est accablant. D'après un sondage récent de l'IFOP, plus de 80% des salariés en France, c'est pas une blague, hein, je répète, plus de 80% des salariés en France disent que leur boulot ne leur convienne pas. 80% des salariés en France. Quand j'ai vu ça, je crois que je suis resté 5 minutes à regarder l'information tellement je me suis dit, ils sont trompés sur le chiffre. Non. J'ai même envoyé un message hein, pour être sûr. Ils m'ont répondu. Ils m'ont dit, non, on ne fait pas d'erreur sur ce genre de choses. Hein. Ok, d'accord. Et ça fait quand même beaucoup. Si les entreprises veulent continuer à attirer des salariés, il va falloir innover dans la manière de collaborer ensemble avec eux, en leur laissant plus de place dans leur vie personnelle ou encore en étant plus libres dans l'organisation de l'entreprise. Donc pour moi, ces entreprises du 21e siècle doivent être créées indépendants, freelance, portail salarial, entrepreneurs, etc. Il y a un peu de tout. Dans le monde de l'entrepreneuriat au 21e siècle, il faut savoir, comme je l'avais dit un petit peu dans l'annonce, d'ici 2030, il y aura beaucoup moins de salariés et énormément d'entrepreneurs, car davantage intéressés par la liberté et le fait de créer leur propre business. Ça, je pense que c'est une certitude. La notion de liberté, argent, repos, santé et énergie seront davantage accessibles à mettre en place.
Cependant, le monde a besoin des salariés, tout comme les entreprises. Donc, je vois souvent des messages, ne vous inquiétez pas, je vous répondrai tout à l'heure. Je suis pas contre le salariat, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais c'est le fonctionnement dans le monde du salariat. Il y a une petite nuance, c'est pas pareil. Que vous soyez fondateur, cofondateur ou président d'une entreprise, vous aurez toujours besoin de recruter des salariés pour faire vivre l'entreprise. Il y aura des freelances aussi qui seront là, mais pour moi, il n'y a pas une guerre. Je suis freelance, toi t'es salarié, voilà, toi t'es à gauche, je suis à droite et bagarre. Non, non, ça, il faut tout de suite éradiquer ça. On avance ensemble dans la même direction. L'entreprise a besoin de vivre. Les êtres humains ont besoin de vivre. On s'en fout de savoir, il est freelance, il est entrepreneur, il est associé avec machin, et les trucs, il fait un VIE, il fait un CDD, il fait un CDI, il est en intérim. Ouais, il veut un boulot, l'entreprise peut lui proposer un boulot. Ok, it's done. C'est pas besoin de plus d'informations. Tout le monde n'a pas cette envie de devenir entrepreneur et il faut donc respecter aussi le choix des uns et des autres. Il faut bien de tout pour faire un monde, donc c'est connu. Donc le plus important dans tout ça, c'est d'être en phase avec vous-même et de faire véritablement ce que vous voulez dans la vie. Les gens pourront toujours vous dire ce qu'ils veulent, au moins vous n'aurez pas de regrets. Et ça c'est important. N'ayez jamais de regrets d'avoir tenté différentes expériences. Si vous avez donné envie à d'autres personnes de faire pareil que vous, mais c'est génial. Et ça fait un peu ça fait un peu égo trip, mais encensez-vous, félicitez-vous, dites-vous que c'est génial. J'ai donné envie à quelqu'un, ou bien j'ai aidé quelqu'un à trouver une vocation. Il pensait qu'il était fait pour le salariat, mais peut-être qu'il est fait pour le fait d'être entrepreneur. Il faut le dire. Il faut oser. Et si vous avez donné envie à d'autres personnes de faire pareil que vous, dites-vous alors qu'à ce moment-là, vous avez déjà gagné le pari et que vous avez eu raison d'oser le faire parce que ça a servi à quelqu'un d'autre et un jour ça servira à vous. Et de toute manière, tant que ce que vous faites vous convient ainsi, sincèrement, c'est le plus important. Donc voilà. Pour finir, je finis par ces trois citations que j'apprécie beaucoup et qui, pour moi, résument en fait tout ce que j'ai dit hein, largement. Donc voilà. Ce n'est pas un très bon signe de santé que de se sentir bien dans une société profondément malade. Il faut agir au bon moment pour mieux s'ouvrir à une opportunité. Cela s'appelle le momentum. Et le bien-être des gens est plus important que l'argent. Merci pour votre attention. Et voilà, j'ai donc fini ce que j'avais à dire pour ce webinaire. Merci Joël. Après, ouais, si on va peut-être déjà répondre aux petites questions qui ont été posées pendant que tu parlais. Et c'est le moment, tout le monde, de poser toutes vos questions et de partager même vous vos ressentis par rapport à la situation, comment vous gérez votre vie d'entrepreneur et de freelance. Dans les premières questions, il y a ceux qui me demander rapidement dans quel pays, selon toi, il y a la meilleure mentalité pour travailler? Moi, j'ai répondu, et c'est parce qu'en général, ils sont connus pour ça, c'est les pays scandinaves, donc Canada. Ouais, c'est ça. Oui, les pays scandinaves, et puis on peut même rajouter Danemark, Suède, Norvège. Honnêtement, ils ont été encore plus en avance. J'ai des collègues qui sont partis vivre là-bas. Enfin voilà, ils ont oublié la France quoi au bout de 2 semaines. Hein. Donc honnêtement, je pense que voilà. Et pourtant, c'est des gens qui sont très ancrés à leur territoire français. Donc s'ils l'ont dit, c'est que c'est véridique, c'est que vraiment le mode de vie est différent. Bien sûr, c'est pas même la vie est très différente. Il faut aimer le froid, hein. Voilà. Mais c'est pareil. Moi, honnêtement, je serais parti sur la Suisse et le Canada. Et je vois que tu as mis le Canada aussi, Tiffany. Donc voilà. Et pour moi, je serais plus là aujourd'hui. Je suis en région nantaise, je suis sur Nantes, mais pour moi, je sais que bon voilà, mon entreprise étant dans le digital et ça a été voulu parce que pour moi, le monde va tellement évoluer très rapidement. Et aujourd'hui, payer en local, payer des personnes, voilà, leur dire d'être vraiment sur une zone géographique précise, et tout, etc. Je me suis dit, c'est pas la meilleure manière de voir les choses. Donc, Web24, mon entreprise, donc, dans le développement informatique, pour moi, elle est totalement digitale aujourd'hui. Donc, je suis avec des personnes qui sont francophones, anglophones, et d'origine hispanique. Et voilà, on est vraiment international et il y en a beaucoup voilà, qui sont pourtant dans ces pays-là et qui disent bon, le Canada, ça me tente et la Suisse aussi. Donc, je ne suis pas le seul à le penser. Et de toute façon, ils ont la liberté de faire comme ils veulent. Du moment qu'ils font le boulot qui est demandé, il n'y a aucun souci. Ils peuvent vivre où ils veulent. Et ça, c'est vraiment l'intérêt de Web24, mon entreprise, c'est qu'on a voulu tout de suite être dans le digital. On ne s'est pas dit
ouais, on va être sur Nantes et puis après, on va avoir une agence, je sais pas, à Bordeaux, ensuite en région parisienne, etc. Quand ça va grossir, on n'a pas voulu faire les choses ainsi. On a voulu se dire, on est dans le digital. Bon, il faut aimer faire des visios, il faut aimer discuter souvent et se voir pas très souvent. De toute façon, vu la situation actuelle, on peut pas trop bouger et se voir. Donc, bon, ça arrange comme ça pour le moment. Il y a Claire qui demande quels sont les métiers et compétences d'avenir en tant que freelance d'après toi? Et quels Euh, sont... alors, moi, j'étais dans la partie questions et je voyais celle de Lucène Haït Benmou. Je sais pas si tu es parti dans le chat, c'est pour ça. Ah, c'est question aussi, mais c'est une qualité posée après. Vas-y, réponds. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, tac. Alors, si tu peux juste me redire la question. J'ai pas bien. Celle de Claire, c'était quels sont les métiers et compétences d'avenir en tant que freelance, d'après toi? Et c'est ceux qui vont être le plus recherchés par les entreprises. Pour moi, dans l'IT, c'est tellement vaste, mais aujourd'hui, ça date déjà d'un moment, hein, mais c'est vraiment tout ce qui est sur la data. Très clairement, j'en ai discuté avec pas mal et aujourd'hui, nous, on est plus parti sur la cybersécurité. Mais je sais pas si y a des gens qui sont dans la cybersécurité là, mais bon, je vais dire un truc qui va peut-être les titiller un peu. Mais pour moi, c'est un peu le phénomène qu'on a aujourd'hui en fait. En fait, quand tu donnes trop de pouvoir, quelque part, c'est jamais bon parce que du jour au lendemain, si la personne décide de faire quelque chose de malsain, ça peut vraiment partir en bordel en fait. Et pour moi, la cybersécurité, ça fait des années que je le dis déjà. Il y en a beaucoup qui disent oui et non, mais pour moi, c'est une certitude. C'est un peu comme aujourd'hui le secteur de la santé en fait. Tu as des virus sur ton ordinateur, mais tu as aussi des virus qui se baladent dans l'air. Bon, je ne vais pas vous expliquer ce qui se passe actuellement, hein, tout le monde est au courant. Bon, il y a plein de trucs conspirationnistes, machin, des élaborations de machin, je ne vais pas rentrer dans tout ce détail-là, mais très clairement, aujourd'hui, on a les moyens de pouvoir enfin voilà, les médias ils peuvent dire ce qu'ils veulent, on vérifie pas. Il veut dire qu'il y a tant de contamination machin, ils abusent sur les chiffres, etc. Enfin, bon après personnellement j'ai des infos qui sont bien précises là-dessus. Je pourrais même carrément faire un autre débat ou un truc spécifique sur le truc tellement j'ai des choses à dire là-dessus. Mais pour moi tout ce qui est cybersécurité, ça marche pour le moment, mais aller plus sur tout ce qui est data engineering, data scientist. Tout ce qui est vraiment sur la data, les gens en auront tout le temps besoin. On a tout le temps des problèmes. Même nous, le cloud, il est saturé. On doit toujours trouver en permanence comment on va faire des stockages dans la base de données, comment on va faire du SQL Server, est-ce qu'on va continuer de l'utiliser, est-ce qu'on va pas trouver une autre solution. Donc vraiment l'univers de la data, cybersécurité aussi, mais enfin voilà, pour moi c'est un peu je crée des problèmes et je sais en avance que je peux les résoudre. Pour moi, la cybersécurité, c'est un peu ça. Je sais que ça va peut-être titiller certains s'il y en a qui sont dans la cybersécurité, mais bon, si vous voulez en parler, il n'y a pas de souci après. Mais y aller dans la cybersécurité à la data, il n'y a aucun souci. Ça fonctionne. Après, dans le management, il y en a toujours. Mais pour moi, comme je le dis, il y a un problème dans le management aujourd'hui, c'est que souvent, c'est des personnes techniques. Pour moi, il faut être un bon, on va dire, faut être bon dans la technique pour être un bon manager. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, il n'y a aucun souci. Par contre, il ne faut pas pousser les gens à être managers s'ils ont envie de rester dans la technique. Le problème, c'est que je constate très souvent que c'est des gens qui ne voulaient pas être manager, qu'on a poussé au sein de l'entreprise à être manager parce que, bon, tu es là depuis tant de temps, tu connais l'entreprise, etc. Ça marche très souvent comme ça. So, pour moi, c'est pas du tout la meilleure manière de faire les choses. Moi, par exemple, j'ai voulu être manager, on a voulu me garder dans la technique, mais j'ai forcé pour aller en tant que consultant technique et fonctionnel. Et à un moment donné, j'ai pu aller vers du fonctionnel. Mais il fallait y aller, quoi. Parce qu'ils voulaient vraiment que je sois leader technique, que je reste pendant 5 ans ou plus dans l'entreprise, et qu'ensuite je sois architecte technique. Mais moi, je voulais aller dans le fonctionnel. Parce qu'il y a des qualités, en fait, pour moi, en tant que manager, quand tu pousses quelqu'un qui n'est pas prêt à être manager, il ne pourra pas vraiment bien faire les choses. Alors que quand quelqu'un est décidé à le faire et qu'il a envie de le faire, et qu'il aime les gens, qu'il est dans l'humain, forcément, ça fonctionne. Donc, à retenir, cybersécurité, dans tout le monde de la data, le management, si vraiment tu as envie, Claire, d'aller dans le management aussi, d'être consultant AMOA, MOA, AMOE, MOE, business analyst, ils en cherchent énormément. Enfin, en tout cas, moi, j'en recherche via le réseau Axis, donc si tu veux, il n'y a pas de souci, on en discute. Et pour finir, voilà, tout ce qui reste aussi sur l'IoT. Je n'avais pas parlé de l'IoT, mais l'IoT, on aura beaucoup besoin, surtout la 5G qui va se déployer, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bon, ça va se faire, et il y aura des gros besoins sur l'IoT aussi, donc très important.
Et, ouais, c'est vrai que tu as bien résumé, c'est vrai que c'est les métiers vraiment tendance qui sont recherchés par les entreprises. Et après, niveau un peu plus soft skills, c'est vraiment savoir s'adapter hyper rapidement, être toujours à l'affût des dernières tendances, des dernières technos, des nouvelles façons de faire, etc. La créativité, le relationnel aussi, c'est quand même quelque chose qui est Oui, en plus important pour les boîtes. très Et important. heureusement, c'est pas encore le cas partout, mais heureusement, ça vient petit à petit. Ça viendra, faut aussi dire que ça viendra. Mais c'est sur la bonne voie en tout cas. Il y a beaucoup plus de personnes qui en parlent et qui se disent que de toute façon, enfin voilà, on a beau dire ce qu'on veut, faire les choses d'une manière ou d'une autre, tout passe par l'humain en fait. Et moi, le principe justement de ma société, c'est que tout le monde était dans le B2B, tout le monde était en train de parler du B2C, du C2C, etc. Moi, j'ai fait nine, nine. Non, non, pas du tout. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, j'ai dit que mon concept, ce sera le H2H. Et là, tout le monde a fait What the fuck? Genre, je comprends pas du tout ce que tu me dis. Et le H2H, j'ai dit bah, human to human. Parce que pour moi, tu as beau parler business, derrière, tu as un être humain. Tu as beau parler à un particulier, à une association, derrière, tu as un être humain. Et moi, je leur ai dit on fait du H2H en fait. Il n'y a pas de B2B, il n'y a pas de B2C, de C2C ou quoi que ce soit. C'est du H2H. Au cœur des relations, je trouve que c'est important dans C'est notre ça. société, quoi. Bien sûr. Et je pense que si vous vous êtes lancé en tant que freelance et en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qu'il faut vraiment ne pas hésiter à faire, c'est bah, mettre en avant votre personnalité et qui vous êtes. Enfin, si vous êtes lancé comme ça, je pense que c'est pour ne plus avoir besoin de OK, bah, je vais au boulot et je suis quelqu'un d'autre. Genre, je me mets un costume, je me mets un masque et je suis une autre personne. Faut savoir que ça peut vraiment être une force et qu'il faut pas avoir peur, je pense, de votre personnalité, de vos compétences personnelles et humaines et que c'est un truc à mettre en avant. Je sais pas si là-dessus vous êtes d'accord ou pas. Est-ce que vous avez même je sais pas, des exemples ou pas à donner sur votre expérience? Mais N'hésitez pas en tout cas parce que moi, il n'y a aucun souci. J'adore avoir les expériences des différentes personnes, savoir un petit peu leur ressenti aussi, ce qu'ils ont à dire. Donc, n'hésitez vraiment pas à répondre à ce que Tiffany propose. Et voilà, si vous avez d'autres questions ou autres, n'hésitez pas. Moi, je suis disponible pour répondre aussi. Il n'y a pas de souci. n'hésitez pas à mettre vos questions. Et s'il y en a qui veulent vraiment partager plus un retour plutôt qu'une simple question, dites-le moi dans le chat et je peux vous inviter sur scène. Comme ça, on pourra plus facilement discuter, même bah, si vous voulez voir votre tête et que ça soit un peu plus sympa. Euh, donc là, pour l'instant, il y a une nouvelle question. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de ce qu'est un business analyst? Un profil. Un aperçu de ce qu'est un business analyst. Est-ce qu'il est possible qu'un profil technique puisse passer en business analyst? Oui, bien sûr. Moi, par exemple, bah, je suis aussi, j'ai encore mon statut de freelance, donc c'est vrai que souvent je reçois aussi des demandes et à partir de là, voilà, je prends toujours le temps de répondre aux personnes qui m'ont qui ont pris du temps justement bah, à vouloir discuter avec moi. Donc, business analyst, c'est vraiment un lien très étroit entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, si déjà ça parle. Et en fait, le business analyst, c'est justement, il est très conseillé qu'il soit dans la technique. Pourquoi? C'est arrivé dans l'entreprise précédente où j'étais avant, qui était un éditeur de logiciels indépendant pour des ERP et des CRM. Et en fait, il fallait se déplacer pour aller voir le client, discuter, comprendre son projet, faire des analyses, voir ce dont il avait besoin, et être un petit peu le référent, on va dire, entre la technique et le fonctionnel. Le business analyst, il va vraiment prendre ces informations-là. Et en fait, les gens ont beaucoup plus confiance de se dire que la personne, elle vient de l'univers technique plutôt qu'au fonctionnel. Car à chaque fois qu'il y avait un très gros projet, on n'avait qu'un seul qui avait ce profil-là, c'est toujours lui qu'on appelait. Mais genre tout le temps. Et à chaque fois qu'on avait des petits projets où il n'a pas fait de technique, mais que du fonctionnel, il a dit ça va, il va comprendre mon besoin. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas fait le boulot pour bien comprendre ce que voulait la personne en tant que BA, comme on dit, business analyst. On ne saura pas parce que du coup, on l'a fait autrement. Mais je peux vous assurer que c'est beaucoup plus apprécié d'avoir un profil technique et d'évoluer ensuite en tant que business analyst parce que quand la personne vous parle techniquement, bah, il sait que vous n'allez pas être perdu, quoi. Et eux, de leur côté, ils sont toujours contents de se dire, bah, je parle pas un peu dans le vide ou bien j'aurais pas besoin de revenir une semaine après pour me rendre compte que
il y a des trucs qu'il a absolument rien compris, l'autre, j'aurais dû prendre l'autre, etc. Donc, pour éviter ça, je conseille beaucoup aux gens qui sont dans la BA, s'ils ont fait la technique avant et qui veulent y aller, bah, honnêtement, vous êtes avantagés, je vous le dis tout de suite. Après, ça ne veut pas dire que c'est dans le fonctionnel et que vous voulez aller en tant que BA, que ça ne veut pas dire que c'est pas bien, c'est pas ça. Mais c'est juste que pour des gros projets de grosse envergure, nous, de notre côté, on ne va pas refuser le client s'il cherche d'office quelqu'un qui est dans la technique pour parler clairement avec quelqu'un qui pourrait répondre à ses besoins sans passer par exemple, moi ou un manager ou une autre personne. Donc, ça fonctionne comme ça. Ah, cool. Allô? Ouais, il y a Patrick qui m'a dit bien sûr. Donc, Patrick, je t'ai envoyé pour t'inviter sur scène. Comme ça, on pourra échanger plus. Ah, cool. Ce sera plus sympa. Ça sera plus sympa. Hein. Je sais pas si ça a fonctionné. Alors, pour le moment, je vois personne. J'ai relancé. Ça me fait toujours rire le message de Claire. À t'écouter, on n'a plus du tout envie de retourner vers le salariat. Bon, bah, après, chacun fait comme il veut. Hein. Je ne vous ai pas non plus dit. Après mon webinaire, il faut forcément suivre tout ce que j'ai dit. Hein. C'était juste des conseils et tout par rapport à mes expériences personnelles et par rapport aussi à des personnes de mon entourage. Ni d'ailleurs rester en France. Bon, ça. Pour la petite anecdote, il y a des personnes qui sont déjà parties au Costa Rica, donc c'est vrai qu'il y en a, ils se sont dit, allez, on part carrément là dans tout ce qui est exotique et tout. Il n'y a pas de souci, hein, chacun fait comme il veut, mais ouais, c'est vrai que la situation n'est pas évidente non plus. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Patrick, peut-être qu'il faut Patrick, que tu fasses 1, 2, 3. Peut-être qu'il faut que tu fasses aller sur scène. Je ne sais pas exactement comment ça se passe quand je vous invite, mais je l'ai déjà fait, ça fonctionne. Sinon, en attendant, il y a Kamel qui demande. Alors, lui, il est ingénieur informatique industriel dans l'automatisation. Est-ce que c'est possible de se former en développement logiciel et d'être freelance dans le court terme? Alors, je pourrais tellement détailler là-dessus parce que j'ai pas mal d'infos. Tu verras dans le chat, ou sinon je te le renvoie. Normalement, tu trouveras mon adresse mail, protonmail.ch ou celle avec Gmail. N'hésite pas à me recontacter pour qu'on en discute plus. Parce que justement, par rapport au réseau Axis, comme je l'avais dit, nous on recherche des personnes dans le secteur de l'IT, le management et le consulting. Et c'est vrai que justement, dans des besoins dans le développement logiciel, c'est des besoins qu'on a souvent dans le sens où on cherche quelqu'un qui a des connaissances dans l'industrie, mais en même temps, il faut quand même des connaissances techniques, pas forcément très pointues ou dans l'expertise, mais qui permettent quand même de répondre aux besoins du client. Donc pour moi, par exemple, je pourrais te donner éventuellement, c'est vraiment des certifications reconnues par l'État, notamment Open Classroom, ils ont mis ça aussi en place et ça permet très rapidement, au bout de 3 mois, je crois, maximum, d'avoir quelque chose de très reconnu. Et quelque part, si vraiment tu veux être sûr que voilà, tu as quelque chose de palpable, de concret, pour te dire, je peux aller maintenant dans l'univers de l'IT, tu peux très bien faire ça plutôt que de partir sur une, on va dire, une formation longue qui va durer 1 an ou plus. Certification, c'est vraiment aujourd'hui ce qui est le plus intéressant pour basculer professionnellement. Ou sinon, pour moi, si tu as le temps de faire de regarder un peu sur Internet les différentes informations qu'il y a. Moi, j'ai des sites qui sont assez intéressants. Il y a beaucoup de freelances qui y vont justement pour se performer là-dessus, alors qu'ils ne sont pas du tout dans la technique. Mais honnêtement, il y a tellement de manières de pouvoir répondre à ça. Et ça dépend aussi dans quel secteur de l'IT tu veux. Donc, il faudrait qu'on ait l'occasion d'en débattre en fait un peu plus longuement pour que je puisse vraiment t'aiguiller de manière plus précise. Mais aujourd'hui, oui, il y a quand même plein de moyens de se former. Et si on en a envie, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se former pour se lancer. Après, ouais, je ne sais pas si vous avez des retours peut-être dessus. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est assez facile de se lancer en freelance quand on n'a pas encore d'expérience pro dessus et qu'on a juste une formation? Tu me posais à moi? Ouais, c'est toi ou même les autres participants. Vous m'entendez? Là, c'est bon, oui, on t'entend. Ah, super.
Content. Bonsoir, Joël et Tiffany, et tout le Bonsoir. monde. Je sais pas. Euh, non, moi j'avais des questions, mais en fait sur l'expérience, moi j'ai eu des missions par des meet-up sur des technologies, par exemple sur Flutter, sur des technologies, des langages, et puis en fait en contactant les gens, en montrant les premiers tests, en faisant par exemple des formations sur Unity, sur des plateformes de e-learning. Et on est un peu débrouillard, on arrive à faire des prototypes et puis essayer, en discutant, de parlant, en fait, faire le commercial pour soi-même. Et ça marche. Alors, ce qui marche pas, alors après, ouais, Joël, si tu as de l'expérience, j'ai testé tout ce qui est marketplace, Malte, coder.com, et on a une super concurrence avec des Indiens. Je m'envoie des trucs qui font, ils mettent des Oui. prix pas possibles et tout. Au niveau, on est mondial, on est foutu. Je sais pas si toi, tu as une expérience retour ou pas. Oui, oui, là, je peux encore faut en dire des tonnes parce que j'ai plein d'anecdotes là-dessus. Alors, faut Mm. savoir qu'honnêtement, pour moi, vraiment, ce qui se trouve là, chez les personnes qui vivent en Asie, ça va très vite. Honnêtement, ça va très vite. Pour les parties en Inde, ils te font des trucs, c'est du jamais vu. Ils vont à une vitesse phénoménale. Rien que dans la cuisine, ils te font des trucs. Je sais qu'il y a des chefs étoilés, ils verront ça et diraient, mais putain, pourquoi il n'est pas chez moi, quoi. Tellement, Mhm. tellement ils aimeraient l'avoir. Ils sont tellement performants. Et évidemment, dans le secteur d'IT, bah, s'il n'y en a pas d'exception, ils sont aussi ultra performants et c'est très concurrentiel. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se disent, bah, et ouais, si à un moment donné ils se rendent compte, parce que j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas encore compte, quoi. Mais ils ont une certaine humilité aussi à pas vouloir trop non plus aller sur le devant de la scène quelque part et à laisser un peu la place à tout le monde. Mais honnêtement, oui, oui, je peux dire que voilà, j'ai des personnes que j'avais rencontrées qui étaient vraiment très fortes aussi techniquement, mais quand tu faisais la comparaison, par exemple sur la plateforme connue qui s'appelle Coding Game, pour faire du recrutement, des tests de recrutement, tu voyais le temps qu'il mettait à faire les trucs. Tu as l'impression que c'est le mec qui avait créé le truc à l'avance, quoi. C'est incroyable. Et ouais, de ce côté-là, en France, ça, ça va être très concurrentiel. Ouais, ça va pas être très très évident, mais après là, par exemple, il y en a deux qui ont rejoint la société Web24 et ils sont dans le management, ils sont pas dans la technique, mais juste pour te dire quand il y a des problèmes ou autres, ils enlèvent leur costume en gros de manager et puis ils viennent et puis ils te font le truc à une vitesse comme si on lui avait confié la tâche principalement, alors que c'est pas du tout le cas. Donc je pense qu'ils ont vraiment une manière de vivre en fait. Ouais, c'est impressionnant. Vraiment, je suis toujours épaté quand je les vois parce que je me dis bon, ils Mm. ont une vitesse dingue. Donc faut faire avec parce que ils vont pas partir du marché. Hein. Oui, mais il y a 10 ans, par exemple, il y a 10 ans. Vas-y, Tiffany. Pardon. Ouais, donc Ouais. faut se démarquer plus sur le côté humain et les entreprises qui veulent que, même quand ils engagent un consultant ou un freelance, quand ils sont sur place, bah, souvent quand ils vont se décider sur un profil plutôt qu'un autre, ça va être bah, en vrai, le feeling, la personnalité, etc. Donc c'est là-dessus qu'il faut se Oui. différencier. Et la Bah, concurrence. en fait, si on parle du outsourcing, en fait, à l'époque, c'était la Roumanie, c'était vraiment, il y avait des difficultés au niveau de tout ce qui est management de projet. On comprenait pas, il y avait des erreurs, donc on était un peu protégé. Et actuellement, j'ai l'impression, ils font par futures. Par exemple, il y a des Américains qui sont très bons en moteur de recherche. Ils livrent ça, il y a un chef de projet en local et ça remonte l'information et j'ai l'impression que ça marche très bien et ça nous tue au niveau local, technique en fait. Et là, Alors notre là, valeur ajoutée, ça va être compliqué en fait. La mondialisation, ça a compliqué au niveau freelance. Alors, là-dessus, j'ai quelque chose d'important à dire. Je pense qu'on a encore du temps quand même devant avant de sonner l'alarme. Pourquoi? Parce que assez récemment, j'ai un partenaire en fait qui est sur Nice et lui justement, il est dans les pays scandinaves, la Roumanie, la Russie, l'Ukraine principalement, mais aussi l'Indonésie. Et en fait, il me demandait justement quand j'avais des besoins de freelance de pouvoir en fait les placer. Mais quel est l'avantage? On sait très bien que là-bas, le salaire et le mode de vie est totalement différent qu'en France et qu'en fait, ils ont une plus-value derrière hein, par rapport à s'ils prenaient quelqu'un qui était directement en France. Par contre, là, je peux t'assurer, j'ai dû avoir j'ai reçu beaucoup en 4-5 mois. Ouais, j'ai quasiment une trentaine sur une quarantaine. Donc 30 entreprises qui me disaient catégoriquement,
Alors déjà, si on les prend, ça va être à distance. Et en France, on est vraiment encore un peu à l'ancienne de ce côté-là. Ils veulent pas souvent des freelances à distance. Et moi, je me bats pour ça. Surtout la situation actuelle qui nous force un petit peu à dire, bah, on va vers là, donc on va pas laisser des freelances en plan, alors qu'ils peuvent répondre à l'opportunité. C'est pas parce que vous êtes à Cherbourg et qu'ils sont à Paris qu'ils vont pas répondre mieux que s'ils étaient sur place avec vous. Enfin, moi, je trouve ça aberrant en tout cas. Donc, je me bats vraiment pour ça, pour placer des freelances. Et bon, avec le réseau Axis, ça marche très bien. Il y a aucun souci. Mais il y en a des entreprises, vraiment, elles sont très réticentes. Elles le disent catégoriquement par téléphone ou par mail. Et on est vraiment encore protégé parce que ce côté-là, quand même, est assez positif dans le sens où, quand je leur proposais des profils qui étaient beaucoup moins chers, qui pouvaient répondre à leur offre, le simple fait de dire ils sont anglophones, il y en a que ça pose problème, ils veulent pas. Et du coup, ils cherchent des Français. Donc là, déjà, avantage France. Ils cherchent aussi, en plus de ça, des personnes que, même si c'est en visioconférence ou autre, bah, voilà, la culture française ou autre, c'est pas pareil. Donc, ils se disent, on va pas prendre non plus un Ukrainien et tout. Puis, enfin, ça va être compliqué. Donc, tout le temps, il y en a beaucoup qui me disaient vraiment non. Et il fallait toujours que je trouve quelqu'un qui était, en fait, en France. Donc, de ce côté-là, sur C'est l'aspect, quoi comme boîte, type de boîte? mon partenaire ou, Oui, ouais, non, les types de boîtes qui cherchaient, qui disaient non à ces gens de dire, bon, ils sont anglophones ou ils disaient non à distance, en fait, le remote, d'avoir des gars qui sont. C'est quel type? Parce que, par exemple, au niveau startup, moi, ce que je vois, par exemple, Blablacar, ils utilisent du remote facilement, des mecs qui sont à l'étranger, est-ce qu'ils ont une spécialité, une future sur, même pour des, je sais pas, pour imprimer en PDF, ils ont la fonctionnalité, ils font en Microsoft, des trucs, voilà, ils ont du .NET, ils cherchent en fait vraiment des perles, des experts au niveau mondial. Donc, des c'est plus bons. peut-être des banques françaises, peut-être je sais pas, qui veulent Oui, alors déjà, ça rentrait dans tout ce qui est un petit peu financialité, oui, en général. voilà, c'est ça. Donc un peu dans le naval, dans la défense, dans le spatial. Donc là, Oui, forcément, ça c'est autre chose. ça, Ok. ça peut se comprendre, ça c'est sûr. Oui. Déjà, faut avoir des habilitations et tout, des fois. Bon, c'est pas obligatoire, mais bon, c'est mieux d'être français déjà, sinon ils sont Mhm. réticents sur le reste. Mais Mhm. non, c'était des banques aussi, dans la banque assurance. Mais très souvent, c'était juste des éditeurs quand même de logiciels qui étaient indépendants, des startups qui venaient de se lancer. Donc, ils avaient quand même des fonds, parce qu'une startup, faut pas oublier que à 2-3 ans, ils ont un peu libre service au niveau budget, mais après, faut quand même bien faire les choses derrière. Et souvent, c'était aussi des ESN quand même, qui sont quand même bien placés dans on va dire le top 100 en France. Donc moi, j'étais assez étonné qu'ils n'aient pas trop encore cette ouverture d'esprit. Donc je fais exprès de pas dire de non, mais mais quelque part, honnêtement, quand on me disait qu'ils voulaient pas, j'ai fait ah d'accord. Bah vous êtes quand même international. Vous avez 100 000 employés dans le monde, ça vous dérange, un besoin où on peut répondre dans l'immédiat et juste parce que c'est en remote. Je pose des fois des questions, quoi. Bon, voilà. Ouais, je sais que ouais, nous, c'est pareil. La plupart des clients, même si c'est une ou deux fois par mois, ils veulent quand même voir le freelance et l'intégrer quand même un minimum dans l'équipe. Et c'est vrai Mhm. que par certains points, c'est toujours plus facile de voir les personnes en vrai qu'un remote. Patrick, toi, t'es venu sur scène un peu pour poser des questions à la base, donc vas-y. Ouais, non, bah, il y a une question à Max, c'est au niveau des besoins concrets en demande de freelance, en fait, aujourd'hui. Il parlait peut-être au niveau des technologies ou au niveau de la fonction, ou je sais pas. Alors, Parce que par exemple, le Java, il marche très bien. Ça dépend après par exemple, s'il y a Non, c'est vraiment les technos sur recherche en ce moment. les technos pour rechercher en ce moment, honnêtement, ouais, depuis la nuit des temps, moi j'étais un puriste. Moi j'ai commencé sur le HTML5, CSS3, tout ce qui est Ajax, développement, PHP MyAdmin, etc. Enfin, l'écosystème web classique. Ensuite, j'ai évolué en tant que puriste Java J2E, genre j'aimais que ça. Et à un moment donné, j'ai eu une expérience en fait en C#.NET et 2 semaines après, j'ai oublié Java J2E. Donc du coup, j'ai vraiment sur le .NET. Et quelque part, avec le réseau Axis, c'est vrai que il y en a beaucoup qui sont dans le .NET en tant que freelance et qui des fois ne trouvent pas l'opportunité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se reconvertissent en Java J2E, justement, parce que ça marche tellement en ce moment. Et moi, justement, avec le réseau Axis, c'est vrai que ma particularité, parce que moi, je viens un peu de l'univers, enfin, même beaucoup de l'univers Microsoft et .NET dans mes expériences en entreprise. C'est vrai que moi, je vais mettre l'accent pour dire, en gros, ah non, mais les freelances ont aussi le droit de trouver des opportunités en .NET, quoi. Parce que je comprends que Java J2E, voilà, et .NET, c'est un peu, comme je dis souvent, le Real et le Barça, quoi. Donc, souvent, c'est soit l'un, soit l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire les deux, quoi. Il y a quand même des similitudes.
il y a quelques-unes, parce qu'il y a quand même beaucoup de différences au final, entre le Java J2E et le C#.NET. Mais honnêtement, pour moi, le Java J2E, ça marche bien, mais c'est pareil, comme je l'ai dit, les besoins en Python, honnêtement, moi, j'en vois énormément, quoi. En Python, tout ce qui est sur le big data, comme je le disais, il y a énormément de besoins. Cybersécurité, bon, ça vient, ça part, ça vient. C'est selon les tendances, on va dire. Mais actuellement, c'est une grosse tendance aussi, donc faut pas l'oublier. Et tout ce qui est sur les données, sur l'analyse des données, ça marche aussi énormément. Après, tout ce qui est consulting, ça, il y en a beaucoup. AMOA, MOA, plus que AMOE, MOE. Et l'IoT, comme je l'ai dit aussi, bon là, il faut souvent connaître, faut être un peu dans l'électronique, souvent quand même, connaître un peu le hardware, mais c'est pas une obligation. Souvent, c'est des formations qui peuvent être proposées rapidement une fois qu'on intègre l'entreprise. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment ces gros secteurs-là qui demandent. Mais en tout cas, s'il y a des besoins et que vous êtes disponible, surtout comme je l'ai dit, j'ai envoyé mon adresse mail. N'hésitez pas à me faire parvenir votre CV ou qu'on en discute. Dans le réseau Axis, je sais que d'ici 2 ou 3 semaines, on va être bourlingué par rapport à des demandes pour trouver des freelances. Donc, s'il y a des freelances disponibles qui veulent en tout cas se mettre sur le marché, il n'y a aucun souci, quoi. N'hésitez pas. J'avais une question aussi, une autre question sur le niveau de la pandémie. Comment ça a impacté le freelancing au niveau de cette pandémie et l'avenir? Parce que là, actuellement, on est avec des vaccins, mais on ne sait pas ce qui va se passer à 2021. Je sais pas. Parce que moi, j'ai compris qu'il y avait une baisse du TGI sur certaines. Comme il y a beaucoup de freelancers qui se lancent, l'offre et la demande, donc il n'y a pas 50 000, c'est pas extensible l'offre. Ouais, il y en a certains qui ont dû baisser un Voilà, ils ont dû baisser 30 mois, on dit 30%, Ouais. de 20 à 30% de leur prétention. Est-ce que ça va continuer à descendre encore ou parce que là, ça va être compliqué. Non, non, il y en a honnêtement. Je ne sais pas si à l'avance ils ont déjà baissé ou pas en faisant la demande. Je n'ai Mm. pas demandé, mais c'est vrai que quand moi je recevais des demandes, ça paraissait pas aberrant. Après, quand je donnais au manager pour le dire, voilà, tu vas gérer cela et parce que il y avait pas mal de demandes et lui, il est plus sur la partie consulting, mais il fait un petit peu aussi sur la partie IT. Honnêtement, ça reste raisonnable. Après, moi, pour le coup, quand j'avais une mission en freelance il y a 9 mois, temps passe vite quand même, hein. C'était en fait, là c'est un peu le coup où je me dis, s'il n'y avait pas la pandémie pour le coup, ça n'aurait jamais fonctionné parce qu'aujourd'hui il faut savoir que la pandémie, bon, ça fait tellement bizarre de le dire, mais c'est quand même un accélérateur d'une manière ou d'une autre. Même si ça fait pas plaisir de voir tout ce qu'il y a autour, ça c'est certitude. Mais quelque part, le fait d'être sur Nantes et d'avoir trouvé un contrat freelance où ils m'ont demandé du coup à combien je voulais, ils ont pas dit mon tarif en province. Et du coup, c'est vrai que souvent, il y en a où je leur dis, ça c'est un peu le bon coup, mais faut trouver quand même. Donc, j'avais quand même cherché d'abord un peu partout et plus à côté de là où j'étais, je préférais. Mais après, j'ai dit pourquoi pas sur Paris, ça me parlait ce projet-là. Et il m'a mis, en gros, il m'a accepté mon tarif direct, mais en même temps, je me suis dit, c'est vrai que j'avais donné plus que ce que je pensais, mais pour lui, c'était le tarif parisien. Donc, il s'est dit, de toute façon, pour lui, ça rentre dans les clous. Donc, c'est vrai que ça dépend vraiment. Mais nous, on n'est pas trop dans le sens où si on reçoit, quelqu'un nous dit, ah, moi, je vais te payer tant, si je vais payer tant, ou sinon je peux négocier à peu près plus ou moins 15% ou machin, etc. On n'est pas trop dans le truc, on va se dire, ouais, non, lui veut trop négocier, next. On n'est pas trop dans ça. Donc, si vraiment on a un besoin et que ça correspond, nous, on cherche pas à comprendre, on discute quand même avec la personne, hein, mais on place vraiment du mieux qu'on peut, quoi. On va pas se fixer, lui il coûte cher, lui il coûte pas cher, etc. Derrière nous, voilà, on est assez exigeant, on se donne 3-4 jours pour présenter déjà des profils et même pourquoi pas déjà trouver le profil avant le 5e jour. Ça va très vite en fait. Donc c'est pour ça que quand on trouve quelqu'un, on n'a pas le temps de se dire ouais bon on va attendre, on va peut-être trouver quelqu'un d'autre, machin. Non, on fonctionne pas trop comme ça. Donc de ce côté-là, la pandémie forcément elle a impacté, mais c'est pareil. Il y a des gens, ils étaient au CDI il y a pas longtemps. Il y en a, ils sont au chômage partiel. Donc je pense pas qu'eux ils rigolent tous les jours. Il y en a carrément, ils ont été licenciés.
je pense qu'il y a des situations qui sont encore pires quand même que ça, et que honnêtement, côté freelance, j'ai plus l'impression que là, on est un petit peu en pente, allez, stable, descendante. Mais honnêtement, ça a monté, je pense à dire ascendant, parce que à un moment donné, ils auront des besoins, ils sauront qu'en faisant très vite de calcul, garder quelqu'un en CDI avec le business qui n'avance pas trop pour l'entreprise, ou prendre quelqu'un en freelance, le calcul est vite fait. Hein. Le freelance peut coûter moins cher. Enfin, très souvent, mais il coûte moins cher. Parce que quand on regarde, des fois, il y a des gens, ils disent à la fin du mois, je veux une revalorisation salariale pour l'année prochaine, avec ceci, avec cela. Tu penses à toutes les cotisations que tu dois faire, à tout ce qui inclut le fait que la personne est en CDI. Ouais, ça fait quand même des charges en plus, quoi. Donc, je peux assurer là-dessus que beaucoup d'entreprises se posent vraiment la question. Et d'ailleurs, demain, je dois participer à un événement en live, en fait, où il y a des recruteurs et en même temps des entreprises, en fait, qui vont donner leur point de vue justement sur comment ils vont un petit peu gérer les choses. Et je suis sûr et certain qu'il y en a beaucoup qui vont se dire on va vraiment adopter le freelance partout, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup qui. C'est une solution. Hein. Donc, voilà. D'accord. Le TGM, il a baissé surtout au tout début de la crise parce que les entreprises étaient en stress, en gel de budget, etc. Mhm. Ça repart, surtout dans le secteur de la tech. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de souci à se faire là-dessus. Et, Mhm. ouais, En fait, il y a un certain mot qui est à la mode, c'est transformation digitale ou voilà, c'est de dire il faut basculer sur du digital entreprise. Mais derrière, ils mettent pas de budget en fait. J'ai l'impression qu'ils mettent pas. C'est un petit mot, un buzzword, mais il y a rien qui avance en fait sur ce côté-là. Et D'où je le voudrais fait savoir que. si Oui, au vas-y. niveau des groupes, au niveau d'entreprises, est-ce que tu vois, ils sont en attente en fait, j'ai l'impression. Ils sont pas sur des nouveaux projets, ils font ça tourne en fait, voilà, et il faut des gars pour faire tourner la machine, mais il n'y a pas les nouveaux projets, il n'y a pas de l'investissement, j'ai l'impression dans les entreprises. C'est pas. Est-ce que toi tu confirmes ou pas? Est-ce que tu vois je te tutoie, désolé. Hein. Non, mais il n'y a aucun Dans les souci. Hein. startups. Tu peux me tutoyer, hein, il n'y a pas de Il y a souci. pas de- Il y a aucun Non, mais souci. c'est mal vu, hein. Des fois, j'ai vu des entretiens ou des personnes, ah non, non, faut vous voyez. Oui, oui, mais ça m'est arrivé très souvent. Mais Tiffany, j'allais te couper, du coup, je vais te laisser dire ce que tu voulais dire et j'enchaîne derrière. non, t'inquiète. Non, là, j'allais dire juste vite fait que je pense qu'on est tous les deux pareils plus pour le tutoiement que le vouvoiement. Et là, je sais plus du coup ce que je disais. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Bon, bah, le temps que je parle, ça va peut-être te revenir, je sais Non, pas. sur les entreprises, ah non, La transformation ah, digitale. oui. Ouais, mais oui, il y a encore des entreprises qui ont du mal à se dire, OK, il faut vraiment débloquer un gros budget pour ensuite que ça nous apporte de. Mais je pense que ça va se débloquer au fil de l'année. Et Mhm, surtout, ouais, une peur des entreprises. Une période compliquée pour beaucoup qui n'ont pas de budget à investir mhm, dessus. Je pense mhm. que ça va se débloquer de plus en plus sur l'année. Ouais. D'accord. Parce Sachant que moi, que Mhm, Sachant qu'en France, ils veulent quand même aussi être, on va dire, à la pointe de la technologie, etc. Mais c'est vrai que voilà, quand on regarde du côté des États-Unis, bon, ça bouge beaucoup plus dans ce sens-là, mais on n'entend pas quand même beaucoup d'infos là-dessus. Mais moi, déjà, dans la transformation digitale, j'entends deux choses. Donc, déjà, pour être sûr qu'on parle de la même chose, si tu parles de la transformation digitale, c'est-à-dire que l'entreprise en elle-même, elle est digitale, ou est-ce que tu parles de la transformation digitale dans le sens où l'environnement, que l'entreprise soit physique ou pas, on est vraiment sur la transformation digitale, c'est-à-dire En fait, c'est sur les deux. Par exemple, le cas classique, c'est la boulangerie qui va se mettre sur du digital pour faire des livraisons de croissants, des choses comme ça. Et après, d'autres derrière, c'est le back-office qui va être, qui était à l'ancienne et ils vont le mettre en digital, en fait. Faire le workflow de l'entreprise et ça va structurer l'entreprise, ça va me faire de grandes modifications. Donc ça, c'est vraiment des gros projets. Mais les petits projets, parce que en fait, pour rentrer dans le freelancing, j'ai l'impression au niveau de la tech, on pourrait se débrouiller entre guillemets à faire du WordPress, à mettre des sites internet pour des petites PME, et après rentrer sur du référencement, du SEO, faire du community management, un petit peu petit à petit et récupérer un peu d'argent de ce côté-là. Et c'est pas très compliqué techniquement. Après, il y a le côté vendeur.
est-ce que c'est un pied à l'étrier, cette technique? Je sais pas. Mais ils ont très peu de budget, c'est ça le problème. Bah, c'est ça le budget et en même temps, c'est bah, comment dire, avant de créer en fait bah, justement Web24 qui correspond exactement à ce que tu viens de dire. Au début, j'ai commencé en tant que freelance. Ensuite, sur le réseau Malte, qui est très connu pour rencontrer des freelancers disponibles. Il y en a plein d'autres, mais voilà, j'étais aussi sur celui-là. Et au fur et à mesure, je discutais, notamment sur LinkedIn. Et à un moment donné, j'ai commencé à être freelance. Et en même temps, je gérais un réseau de plusieurs centaines de personnes au fur et à mesure. Donc, ça a mis des mois, et des mois, des mois, des mois, des mois. Et en fait, moi-même, je pouvais me positionner pour une offre, tout comme je pouvais aussi dire, tiens, j'ai un collègue, justement, il est très connu dans tout ce qui est consulting, machin, etc. Je vois que vous avez besoin là-dessus, vous êtes d'accord, etc. Donc, en fait, il gagnait comme ça bah, par des commissions et en plus de ce qu'il gagnait en rejoignant l'entreprise. Et ça marchait bien. Mais après, le problème, et je vous le dis, hein, parce que c'est un problème qui est encore d'actualité. Alors, les entreprises, qu'est-ce qu'elles disent? Les entreprises, elles sont d'accord pour les freelances. Par contre, et ça encore, je me bats là-dessus parce que pour moi, c'est pas vraiment prévu. C'est-à-dire que quand on est freelance, d'habitude, les personnes veulent prendre beaucoup trop de projets en même temps. Donc, la personne veut forcément se dire si je peux en prendre 2 ou 3 parce que pour le consulting, ce qu'ils me demandent, ça n'a pas l'air trop chronophage, je vais avoir le temps de gérer, de faire le développement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Souvent, ils ont 2, voire au plus 3. Et des fois, des gens qui se disent je vais péter un câble, je vais en prendre 5. Et c'est en disant que je serai mieux payé et tout. Bah, c'est sûr, tu seras mieux payé. Par contre, après, il faut que tu puisses vivre, il faut que tu puisses dormir, et il faut que tu puisses faire tout ce que tu fais d'habitude. Et ça, ils ne font pas tout de suite. Et les entreprises se disent, en fait, c'est pour ça qu'ils préfèrent aller vers des CDD ou des CDI plutôt que des freelances, parce que souvent, quand il y a un gros besoin et que le client dit, ouais, mon truc, ça fait une semaine, il devait déjà être, il est où le gars, en fait? Bah, c'est moi qui reçois l'appel. Et moi, quand je reçois l'appel, bah, je dois parler au freelance pour lui dire oui, machin. Après, ouais, mais en fait, là, j'ai une obligation pour quelqu'un d'autre, machin. Tu vois un peu le truc. Ça fait que les entreprises ont un petit peu ce côté Ouais, mal. c'est comme dans le bâtiment, en fait, quand ils prennent plusieurs chantiers et ils courent de droite à gauche et il y a du retard. C'est ça, c'est ça. C'est à peu près. C'est vraiment ça. Et c'est pour Ouais. ça que les entreprises, alors que c'est pas vrai tout le temps, mais elles ont ce problème au niveau des freelances. Et moi, à chaque fois, je lui dis non. Moi, quand j'ai quelqu'un, je lui dis d'office, tu t'engages bien là-dessus, quoi. Parce que au pire, je lui dis, tu peux avoir un autre, mais pas plus que ça, parce que moi, je sais que derrière, le client, il a un beau projet, il veut que ça avance, et je sais que si tu en as au-delà de 2, c'est ingérable. Et c'est pour ça que, mais beaucoup d'autres d'entreprises ont ce problème-là en disant si j'ai en freelance, ouais, bah c'est quand il veut, quoi. C'est quand il aura le temps, alors que moi, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui soit à 100% disponible. Et c'est pour ça qu'ils ont ce problème souvent à se dire d'office, on va prendre quelqu'un en CDD temporairement, et au pire, on le fait en CDI à la fin du CDD, ou sinon on fait un CDD qui est renouvelable, ou sinon, voilà, on trouve des ressources d'une manière. Mais, Un stagiaire. voilà, un stagiaire, ça marche aussi, ouais. Et qui va bien bourlinguer pendant, comme il faut. Galérer. Je connais. Tu connais l'expérience. Ça. C'était drôle quand même. Et du coup, c'est vrai que pour moi, ce que tu dis, c'est plus qu'un pied à l'étrier parce que en ayant commencé comme ça, j'en ai discuté avec un ami qui a 2 fois plus mon âge, donc lui, il a encore beaucoup plus d'expérience et tout. Et il m'a expliqué que pour lui, honnêtement, le futur, c'est l'entreprise digitale mélangée en fait à tout ce qui est communication. Donc là, par exemple, tu vois, le Web24, ma société, ce qu'elle fait, ça répond exactement à ce que tu es en train de dire. Ce que nous, on a voué dans le digital, on a refusé catégoriquement de se dire aujourd'hui, sur la situation actuelle, pourquoi on va se mettre sur Nantes plutôt que Paris, plutôt que Lille, Lyon, etc. Et pourquoi avoir plusieurs implantations un peu partout, alors qu'en fait, on peut très bien vivre de manière digitale. Et du coup, le Web24 a été pensé comme ça. Et en plus des services de développement, on fait des services, on va dire 360 degrés, c'est-à-dire on fait du développement informatique pur, notamment les commerçants, on les a aidés parce qu'avant on était en B2B. Bon, avec le H2H au-dessus, hein, mais on était sur du B2B. Et à un moment donné, on s'est dit, on va aller aussi sur les particuliers, les associations, organisations, les petits commerçants. Et du coup, c'est comme ça qu'on a fait. Tu parlais de WordPress, bah justement, c'était un peu le moins cher qu'on pouvait faire par rapport à se dire on va partir sur de l'Angular ou on va partir sur du Java HDE, du .NET, ça leur coûte une blinde quoi. Et c'est des indépendants. Donc on s'est dit on va faire un petit WordPress, on vous fait un site vitrine.
Et c'est comme ça que beaucoup aujourd'hui, voilà, le petit commerçant qui vend son miel bio, il allait partir il n'y a pas longtemps, quoi. Il m'a dit merci d'être venu et merci d'avoir fait un tarif aussi bas. Et c'est vrai qu'on a fait des prix, on va dire, quasiment sacrifiés au début, parce que c'était chaud quand même pour certains. Et c'est comme ça que voilà, on a commencé à avoir des clients dans le euh, côté indépendant, particulier, tout ça. Et on s'est dit, c'est quelque chose qui peut être très fructueux parce que eux, on continue de les faire vivre et en même temps, nous, ça nous apporte du business. Et tout s'est fait en digital. Bon, après, ils étaient à côté, donc moi, j'allais les voir parce qu'ils étaient sur Nantes. Mais pourquoi pas faire ça avec quelqu'un qui est sur Paris, qui est sur l'est de la France, qui est en Alsace, qui est dans le sud de la France, etc., qui est à Bordeaux. On peut vraiment toucher la France et on n'a pas besoin de dire je vais avoir des implantations, des agences partout. Forcément, ça a coûté de l'argent. Moi non plus, voilà, je me suis dit, on va pas investir autant, sachant qu'on n'a aucune visibilité. Je suis désolé, le contexte actuel fait que c'est loin d'être évident. Et du coup, tout ce que tu dis, c'est plus, pour moi, c'est précurseur. C'est vrai que beaucoup, quand on leur dit ça, moi, pour te dire, une entreprise, il y a eu un projet qu'on devait avoir avec une ESN qui leur demandait, allez, plus de 2 fois plus que nous, on leur demandait. Mais ils ont quand même accepté. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, nous, on aimerait bien rencontrer l'équipe de développement au complet. D'accord. On aimerait bien voir les gens, on aimerait bien machin. Et le fait que vous soyez en digital, ça nous pose problème. Tu vois, il y a encore des gens qui pensent ça, quoi. Réticence, Et ouais. alors que tu en as beaucoup d'autres qui disaient on vous fait ça, on fait ça, on fait ça tel prix. Ah, ok, ben, votre prix est. Ah, oui, mais moi j'ai vu 4 personnes avant, ça coûtait plus cher. Et enfin, ah, ok. Et là, ils se posent pas la question. Et après, ils nous disent ah, c'était bizarre, c'était en digital, on faisait tout en visio, on machin, mais ça fonctionne. Mais j'ai dit, mais oui, ça fonctionne. Pourquoi tu veux que ça fonctionne pas? C'est pas parce qu'on ne te voit pas en vrai que ça va pas fonctionner. Et c'est vraiment l'intérêt de ce que tu dis. C'est aujourd'hui, on fait de la stratégie aussi sur les réseaux sociaux parce que les entreprises ont besoin de communiquer. Moi-même sur les réseaux sociaux, à chaque fois, je me dis, ça va encore me prendre je sais pas combien de temps par jour, donc c'est chronophage. Et je sais que les entreprises n'ont pas le temps de commencer à communiquer sur leur activité, faire leurs événements, etc. Donc ça veut dire qu'on est vraiment on s'occupe de A à Z, on va dire de la stratégie commerciale, marketing et développement informatique qu'il y a derrière en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on aide même carrément l'indépendant ou l'entreprise à se digitaliser quoi. Mhm. C'est vraiment l'intérêt de Web24 aujourd'hui. Et on essaye un petit peu on est un peu précurseur, donc beaucoup se posent des questions et beaucoup se disent bah, comment ça marche, comment ça fonctionne, comment machin. Mais pour moi, je sais que ce modèle-là, ça ne me choquerait pas qu'au fur et à mesure, beaucoup de personnes se disent aujourd'hui, il faut fonctionner comme ça, quoi. C'est la meilleure chose. Pour résumer, ouais, du coup, enfin, ce que tu disais, c'était pertinent, Patrick, c'est s'adapter déjà aux clients. Un gros client, oui, ça va être une vraie transition digitale, surtout les process et les outils, et aider, oui, le petit commerçant à faire sa petite transition digitale juste sur bah ouais, créer un petit WordPress, etc. Et je pense que ça peut être un bon moyen ouais, de commencer à se faire une clientèle et se faire connaître par du bouche à oreille. Donc, ouais, je pense En fait, ouais, il faut avoir la confiance. En fait, il faut pour prendre la confiance du client et petit à petit, Mm. ça sera des V2, V3 et vendre derrière des fonctionnalités de plus en plus et voir. Le problème, c'est qu'il y a un retour sur investissement qui doit être, s'il investit 1 euro, le boulanger, il veut 1,20 € qui est un retour derrière au niveau de l'investissement et un gain. Et donc, des fois, c'est un peu dur, mais on peut y arriver. On peut y arriver de ce côté-là. qu'on peut y arriver, surtout, ouais, comme tu disais, sur de la livraison, par exemple, c'est vraiment la période pour se lancer, pour permettre chez les commerçants de perdurer et même voire de relancer leur activité. Donc, ouais, non, Mhm. c'est une bonne idée. Et après, faut en profiter et s'en servir pour bah, créer une relation de confiance avec cette personne-là et bah, créer après du bouche à oreille, etc. pour ensuite, bah, petit à petit, commencer à avoir des clients plus gros avec des plus Parce gros. que j'imagine à l'époque, moi je suis vieux, hein, j'ai 46 ans, Non, ça mais va. c'est pour te dire, à l'époque, en fait, ce que je voyais, le freelancer, quand j'étais dans ma tête, c'était que c'était un mec qui était en CDI et qui avait trouvé un client dans le CDI et qui voulait partir vivre ailleurs et il voulait, en fait, c'est ton premier client, c'était son ancien employeur. Et Oui. après, par des bouche à oreille, Ouais, il trouvait un deuxième et un troisième et il montait TGI et il montait son prix petit à petit avec l'expérience. Et ouais. c'était 100, 200, 300 et ainsi de suite. Et là, actuellement, j'ai l'impression que le marché s'est tous tiré vers le bas, en fait. Tout le monde veut avoir quelque chose, mais il faut descendre le prix. Et ce que j'ai compris, c'est que des freelancers, en fait, quand ils arrivent, bah, ils osent pas mettre le prix juste et ils descendent et ça impacte tout le monde. J'ai l'impression, toute la Alors, communauté.
Alors oui, parce que ça rejoint justement ce que j'avais dit lors du webinar en disant que très souvent, je disais aux gens, si vous êtes parti, on va dire, à l'amiable de votre entreprise, justement, la meilleure chose, c'est toujours de demander, par contre, ça me plaît ce que je fais, mais les conditions ne me correspondent pas, donc je veux devenir freelance. Et ça, c'est quelque chose de très important, mais beaucoup oublient des fois de poser la question, tout simplement. Et beaucoup se disent, bah, je vais aller sur Internet, je vais aller sur Malte, je vais aller sur machin, truc bidule, et je vais essayer de trouver quelque chose comme ça. Alors qu'en fait, des fois, tu as la solution à portée de main. Et il y en a des fois, ils partent vraiment à l'amiable, mais ils y pensent pas. Et quelques temps après, bah, la personne revient pour demander et me disait, ouais, mais il m'a dit qu'il avait déjà trouvé quelqu'un. Bah, ouais, il m'a dit, je suis revenu 7 mois après. Oui, bon, ça fait long, 7 mois. Ils ont le temps de recruter pour remplacer. Donc souvent, il faut le dire vraiment bah, dès le début. Donc ça, c'est sûr que c'est une technique aussi pour être sûr d'éventuellement avoir en tout cas une piste. Ça veut pas dire ils sont d'accord, mais parce qu'il y en a, ils veulent pas de freelance. Hein, bon, voilà, il y en a qui fonctionnent comme ça. Mais pour moi, par rapport à ce que tu dis, il faut vraiment pas avoir cette dévalorisation-là en disant, bah, je suis freelance et il y a les autres. Ça, faut pas du tout imaginer ça. C'est vrai que c'est très compliqué de se vendre lorsqu'on est freelance. Lorsque j'ai fait ma visio et tout avec le responsable technique qui était en région parisienne là, ouais, j'étais pas non plus très tranquille parce que je savais que soit il y avait plusieurs freelances qui étaient autour déjà, parce que les freelances en région parisienne il y en a beaucoup. Moi j'étais à Nantes là, ils connaissaient à peine commencer là-bas, et je me dis pourquoi il va me choisir quoi. Mais il fallait toujours dire voilà, je suis proactif, je suis disponible. Valoriser ce qu'on a fait aussi sur son CV, parce que c'est pas parce que du jour au lendemain on devient freelance que tout ce qu'on a fait avant, ça n'existe pas quoi. Il y en a beaucoup, ils pensent ça. Dès que je suis freelance, toutes les expériences que j'ai faites avant, c'est comme si j'ai changé de vie. Bah, quelque part, oui, mais pas, Non, pas de vie personnelle. faut se servir de ce qu'on a fait avant pour prouver un peu les compétences, etc. qu'on a. C'est ça, c'est hyper important et il faut vraiment pas se dévaloriser là-dessus parce que bah, ils le sentent. Honnêtement, ils le sentent. Et c'est pour ça, et pour répondre à ce que tu disais par rapport au fait de baisser les chiffres, tout ça, même dans le monde de l'IT, je l'ai vu parce que moi, je sais que, comme je le disais dans le webinaire, quand je sortais de l'institut de formation et que j'entendais les prix qu'on disait à un jeune ingénieur, ouais, j'étais tombé des nues, quoi. Et je me disais, mais c'est pas possible. Moi, on m'avait dit ça et tout le monde disait, oui, mais t'as pas vu le petit Astérix? Il n'y a pas d'Astérix dessus. Bah si, c'est marqué région parisienne, c'est sûr, mais pas province. J'ai dit, mais non, je lui ai montré le fascicule, j'ai dit, regarde. Il regarde, il me dit, ah, t'as raison, il n'y a pas de petite étoile. Mais moi, j'ai pas reçu le même, je dis, mais c'est vraiment n'importe quoi. En fait, ils sont tellement loin de la réalité du marché, je sais même pas où ils ont leurs chiffres, quoi. Mais c'est un truc de ouf. Et il y a des gens, ils étaient, tu comprends pas, quoi. Et tu dis, mais attends, j'ai fait autant d'années d'études, autant de formations, et du coup, c'est ça que je dois avoir par mois et par an. Il faut attendre combien de temps? À 2 ans de préférence pour une relation salariale. Et tu te dis, mais moi, on m'a vendu du rêve en fait, ou ça s'est passé comment? Tu vois, tu te dis, il y a un problème. Et du coup, même dans les CDI, je sais pas comment c'est dans les autres, mais parce que moi, j'étais plus dans le secteur de l'IT, du consulting et du management. Mais par contre, j'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes, aujourd'hui, ils n'arrivaient pas à trouver du boulot, qu'ils se sacrifiaient vraiment financièrement. Et en fait, c'est resté dans les mentalités. Et il y a beaucoup de gens, je leur disais, quand ils gagnaient, par exemple, pour moi, un ingénieur aujourd'hui, il n'est pas censé gagner pour moi moins de 2000 par mois, tu vois. Et pourtant, il y a des gens, ils disaient, je vous paye 1700 et quelques. J'ai dit, mais attends, 1700 et quelques, mais tu sais qu'en alternance, des gens, ils gagnent ça. Là, c'est pas l'alternance, c'est un CDI. Tu peux pas mettre le même tarif pour quelqu'un qui est en alternance, quelqu'un qui est en CDI. C'est pas possible. Il y a des relations salariales, tu vois. Et oui, il y a de 50 euros. Bah, oui, bon. Là, pour faire le plein de la voiture, quoi. Mais non, mais sérieusement, c'est pas possible. Et c'est pour ça que c'est pas évident, mais ça se faisait déjà très souvent dans ce secteur-là, baisser le salaire, alors qu'en fait, ils pouvaient tellement avoir plus. Et du coup, quand toi tu arrivais et que tu donnais des prétentions salariales, mais tu regardais comme ça, et puis tu dis, mais c'est qui celui-là pourquoi il veut autant d'argent alors que moi j'en ai recruté 4 ou 5 à tel tarif. Donc des fois, c'était pas évident. Et moi, j'ai eu à vivre ce genre de situation aussi. Donc, freelance ou CDI, en tout cas, dans le secteur de l'IT, très souvent, les gens veulent trouver quelque chose rapidement et c'est vrai qu'ils ont tendance à vraiment baisser le salaire au lieu de le valoriser. Et c'est vrai que il faudrait justement plus le valoriser. Ouais. Faut pas se dénigrer et baisser le salaire parce que certains le font. Faut quand même être payé à sa juste valeur, quoi. Ça fait quand même plus d'1 heure et demie qu'on est là. On va terminer, mais après,
Vous pouvez continuer à échanger avec Joël ou avec moi ou peut-être avec les autres participants. Mais en tout cas, merci d'avoir été là, d'avoir échangé avec nous. Merci à Joël pour tes retours d'expérience et ta vision. Et merci Patrick d'être venu sur scène avec nous. Rien. Elle est assez grande la scène, ça va. Au plaisir. C'est sympa. Merci pour avoir répondu et d'avoir échangé. Bah de rien. C'était plaisir partagé. Merci à tous du coup. Je vous souhaite une bonne soirée et ouais, n'hésitez pas à prendre contact si vous avez envie de juste d'échanger ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et bonne soirée. Salut. Salut. Au revoir. Salut.